Bonjour, je ne vous dirai pas que je suis très heureux de nous retrouver eu égard aux circonstances, mais je pense que c'est utile d'organiser cette conférence et je remercie notamment Pierre-François Mouguiot d'avoir lancé cette initiative, puisque comme vous le savez, il y a de cela 4 jours à présent, Jacques-Émile Blamont nous a quittés. Il est le père du programme spatial français, puisque notamment en 1961, alors qu'il travaillait avec le général de Gaulle, c'est lui qui a proposé la création du CNES. Et il en a été le premier directeur scientifique et technique et il a été depuis conseiller de tous les présidents du CNES. Donc, je suis moi-même le 11e président du CNES et encore très récemment, il avait égrené la longue liste des présidents du CNES qu'il avait eu le plaisir de conseiller. Moi, à titre personnel, j'ai des souvenirs très forts concernant Jacques-Émile Blamont, en particulier en 1983. Lorsque j'avais débarqué en qualité de postdoc au JPL, ma première surprise avait été de voir écrit dans le parking VIP son nom sur le sol parce qu'il avait une place de parking qui était réservée au JPL et ceux d'entre nous qui connaissent le JPL savent à quel point c'est un privilège extrêmement fort. Et par la suite, lorsque j'ai commencé ma carrière dans le domaine spatial, eh bien, où que j'aille à l'étranger, après le JPL, en Russie, en Inde, un peu partout dans le monde, bien sûr, partout en Europe, on voyait que Jacques-Émile Blamont avait marqué de son empreinte les relations qu'il avait eues avec ces pays. Et d'ailleurs, depuis quelques jours, j'ai reçu un très grand nombre de lettres de condoléances venant du monde entier qui montrent en quel point il a frappé les esprits. Au-delà de sa carrière scientifique qui est évidemment extraordinaire et je crois qu'en témoignent toutes les distinctions qu'il a accumulées au fil du temps, je voudrais peut-être citer 2 anecdotes plus récentes. La première, vous le savez, c'est lui qui avait eu l'idée de proposer que le centre spatial guyanais s'installe là où il est, lorsque, au milieu des années 60, la France cherchait un emplacement pour un pas de tir. Et depuis, il était toujours resté très proche de la Guyane. Bernard Chemou nous en parlera un peu plus tard, mais notamment l'éducation des Guyanais. Il en parlait très souvent et encore récemment, il allait en mission en Guyane, ce qui, je ne vous cache pas, me créait en tant que président du CNES quelques soucis lorsqu'on me disait qu'il louait une voiture et qu'il allait se promener sur la route de Guyane. Le deuxième aspect, c'est la mission qu'il considérait avoir, notamment vis-à-vis de l'éducation des jeunes, pour faire partager le goût de la science, de la technique, des techniques de l'ingénieur aux jeunes générations. Et à cet égard, encore très récemment, il avait joué un rôle majeur dans l'initiative Fédération, qui est un mouvement très important que nous avons mis en place justement pour diffuser les techniques du spatial. Donc voilà ce que je voulais dire. Je pense qu'il n'y aura pas un deuxième Jacques-Émile Blamont parce qu'il a durablement marqué l'histoire, les plusieurs décennies d'histoire de l'espace français, comme je l'ai dit, européen. L'année prochaine, nous allons fêter les 60 ans du CNES et comptez sur moi pour que, même si malheureusement il ne sera pas là physiquement, nous parlions beaucoup de lui. Good evening. I'm Praveen Nair. I'm working as Counselor Space in Embassy of India, Paris, and I'm also representative of ISRO. It's with profound grief and shock that India received the news of the demise of Professor Blamont on the 13th of April 2020. I would begin with the message from ISRO Chief Dr. K. Shivan. I'm deeply saddened to know about the sudden demise of Professor Blamont, the founder, scientific and technical director of CNES. His association with Dr. Vikram Sarabhai in the establishment of Indian National Committee for Space Research and his involvement in providing the payloads for the first 2 Indian rocket launches in 1963 and 64 are instrumental in the development of Indian space programs. Government of India aptly recognized his contribution to the Indian space program
by awarding him with Padma Shri in the year 2015. Please accept my sincere sympathy on this terrible loss. I'll always remember Professor Blameau for his wonderful commitment to the development of India-France Space Cooperation. His demise is a loss to the global space community. On behalf of ISRO community and on my personal behalf, I express my heartfelt condolences. We pray for his soul to rest in peace. May the Almighty give enough strength to his family to bear this great loss. So these are the words from Chairman ISRO. And now I would like to recollect and share the exceptional relations and unparalleled contributions of Professor Blameau to the Indian space program quickly. India owes to a lot to the support and guidance Professor Blameau extended to Dr. Sarabhai, the founding father of Indian space program, in establishing the Indian space program. India learned the nuances of nuclearing space program with the help of France by launching sounding rockets. It is with the heartfelt gratitude that we recall Professor Blameau facilitating the payloads for the first sounding rocket launches from India as early as 1963, thereby making his stamp in the formal operational beginning of the Indian space program. He helped India in setting up the first rocket payload to study the upper atmospheric dynamics using the sodium vapor released by the rockets. This payload, developed by Kennes laboratory akin to Veronique, was launched from Tumba, the first launch site of India, by an American Nike Apache rocket on 20th November 1963 in the presence of Professor Blameau. Thus began the Indian space program on a truly international cooperation mode proposed by the visionary Indian scientist Dr. Sarabhai and guided ably by Professor Blameau. Through Kennes, Professor Blameau was instrumental in providing access to know-how on technologies related to the propellants, both solid and liquid. The propellant plant was commissioned in Tumba by the end of 1968 and first indigenous Censure rocket was launched in February 1969 with the Indian payload on board. The major breakthrough happened with the development of liquid propulsion systems through an agreement signed between ISRO and SEP when the France was developing Viking a liquid engine. This provided access for ISRO engineers to get knowledge on various systems and technologies without any exchange of funds, enabling ISRO to develop the Vikas engine. The cooperation between India and France matured slowly from assistance to the cooperation and then to the commercial contracts. The Symphony multiple experiments laid the foundation on which the applications of INSAT series of satellites have grown in India. In the late 70s, this turned out to be one of the major successes of Indo-France collaboration, paving way to the foundation of the satellite-based communication in India. Soon, commercial agreements between Arianespace and ISRO for the launch of Indian satellites was facilitated. Cooperation in scientific missions, especially the megatropics, is one of the areas where Professor Blameau could contribute a lot. Professor Blameau pioneered the cause of using balloons in probing the atmosphere. He initiated through Kennes a tie-up between France's LMD and several Indian research laboratories. It was Professor Blameau who suggested in the 90s that ISRO's PSLV can be a very strong contender for the Indian lunar mission. At this juncture, we recall with pride that in the year 1977, Professor Blameau accepted the first Vikram Sarabhai professorship at Physical Research Laboratory, where he guided, tutored, mentored, and above all, motivated the Indian research scholar, and this has helped the whole nation in its scientific pursuit. It's worth recollecting here that the professorship was subsequently held by the luminaries, including several Nobel laureates, and choice of Professor Blameau as a first signifies the regard and the esteem the Indian scientific community held for him. Age never stood in his way as far as the support to India was concerned. Professor Blameau was kind enough to accept the invitation from Chairman ISRO and visited India even in his mid-70s. He then traveled through different labs spread across the vast country as decided by ISRO and assessed the levels of research going on and gave his assessment required. Professor Blameau was very critical, forthright and open in his assessment and really valued his suggestion and owe him a lot on the same. In 2003, Professor Blameau participated in the celebrations held in Thiruvananthapuram to mark the 40 years of Indian space program, and this friendship continued till recent years. During his speech, he told ISRO engineers, an infant was born at Tumba with the launch of first rocket. It had a loving father, Dr. Vikram Sarabhai, and you have received the rank of a space power today, and it was possible with the talent and dedication of large number of Indian space scientists and physicists. I very much admire their achievement. His association with ISRO was one of the longest in the history of ISRO, and he was always treated like a member of ISRO family. He had good relation with the later ISRO chairman,
The long-standing relation between India and France in the field of space activities has reached new heights, thanks to the strong foundation in the international cooperation laid down during the earlier days under Professor Blamo's guidance. Professor Blamo was awarded the 1994 Vikram Sarabhai Award, and he has also made valuable contributions as a member of Indian National Science Academy. On the occasion of 66th Republic Day celebration on 26 January 2015, Professor Blamo was conferred with Padma Shri, one of the highest civilian honor of India, for his distinguished services in the field of science and for his overall contribution. In a country with a population of 1.3 billion, only a few are eligible to receive such an honor, and till date, only a few non-Indians have received such an award for their exceptional contribution. The entire scientific community is saddened by the demise of Professor Blamo, and with this, France, India, and the entire globe has lost a distinguished scientist and a great personality. India, especially its space community, will always remember Professor Blamo as a great human being, a visionary, a friend, a philosopher and guide who supported the National Space Program from formative days and at the time of difficulties, thus helping stand tall and strong. At this time of his departure for his heavenly abode, we wish his soul rest in peace, and we pray the Almighty to give strength and courage for his beloved, as well as all at Kennes and other French national scientific institutes, to bear the pain of parting. ISRO salutes this great personality. We join in prayers. Thank you. Place maintenant à Philippe Varnotto qui va faire un résumé. On a publié ce matin sur le site d'Air Cosmos une longue biographie de Jacques Blamont. Philippe va en faire pour les internautes une version un petit peu raccourcie, et il terminera sa présentation sur des souvenirs un petit peu plus personnels, sachant que moi je ne vais pas intervenir dessus, mais le dernier souvenir personnel, on le partage, Philippe et moi, avec Madame Chanin. On était allé le rencontrer au mois de février. Philippe, c'est à toi. En 2006, Jacques Blamont écrivait en guise d'exergue d'un article sur la formation des Français au Goddard Space Flight Center une phrase du philosophe et théoricien politique français Jean Bodin: « Il n'est richesse que d'homme ». Et à mon sens, cette citation peut résumer la pensée, la vie et la carrière de Jacques Blamont. Car des hommes et des femmes de talent, il en a rencontré au cours de sa longue et passionnante carrière. Une carrière que malheureusement, je n'aurai pas la possibilité de résumer ici en quelques minutes. Tout au plus, résumer quelques temps forts. Premier temps fort, le début de sa carrière. Celle-ci commence véritablement avec la spectaculaire découverte qu'il a faite en mars 1959. C'était à l'occasion de l'année géophysique internationale. Un organisme comme le Comité d'action scientifique de la défense nationale était alors engagé dans un programme pour l'exploration de l'atmosphère. Mais voilà, que faire? Il n'y avait alors pas de programme. Or, Jacques Blamont, qui revenait des États-Unis, avait pris connaissance des expériences au sodium réalisées dans l'atmosphère à l'aide de fusées sondes. De ce fait, il propose au Comité d'action scientifique de la défense nationale de faire la même chose avec la petite Véronique, la seule petite fusée sonde dont nous avions à l'époque. Et voilà qu'avec cette Véronique, il découvre la turbopause. Et cela va propulser sa carrière et entraîner trois principales conséquences. La première, et pas des moindres, l'attention des États-Unis, et cela lui permet d'engager une coopération qui demeure à ce jour fructueuse. Mais aussi de former une véritable communauté scientifique spatiale. Enfin, cela permet d'interpeller le pouvoir politique qui est désormais convaincu des fusées et du spatial. Fin 1961, le général de Gaulle décide la construction, la réalisation de la fusée Diamant, confiée aux militaires, et la création du Centre national d'études spatiales, confié aux scientifiques. Deuxième temps fort. À partir de 1962, Jacques Blamont est en quelque sorte à l'apogée de sa carrière. Il est alors professeur à la Faculté des sciences de Paris, directeur du service d'aéronomie, premier laboratoire spatial français, soulignons-le, créé à son initiative fin 1958, et enfin directeur scientifique et technique à l'Agence spatiale française. Que retenir? Beaucoup de choses, naturellement. Mais à propos du CNES, il souhaitait une structure qui fédère les compétences. Il souhaitait une large coopération avec les superpuissances, car selon lui, le CNES n'a et n'aurait jamais les moyens d'une NASA américaine. Ainsi,
cela a permis, en décembre 1965, de lancer le FR1, le premier satellite français, scientifique français, dans le cadre de la coopération américaine. Mais aussi et surtout, cela a permis par la suite d'embarquer des instruments français à bord de satellites ou sondes spatiales américaines et même soviétiques, partageant là la même vision que celle du général de Gaulle, à savoir une coopération élargie, ce qui permettait de renforcer l'indépendance de la France et en même temps de jouer dans la cour des grands. De cette coopération, je ne retiendrai ici que 2 exemples parmi tant d'autres. Premier exemple avec les États-Unis, dans les années 60-70, donc plusieurs instruments ont été embarqués, notamment dans des satellites de type HOGO, pour étudier la magnétosphère terrestre. Et là, en 1969, Jacques Blamont fait une découverte exceptionnelle, celle du vent interstellaire et de l'enveloppe d'hydrogène des comètes. Deuxième exemple avec l'Union soviétique. Là aussi, de nombreux instruments ont été embarqués dans des sondes avec divers succès. Il y en a une qui est très originale, tout de même, c'est l'expérience qui est embarquée à bord des sondes soviétiques Vega 1 et 2, qui étaient destinées à la comète de Halley et qui, dans le même temps, devaient larguer dans la haute atmosphère de Vénus des ballons. Et cette idée-là, on la doit à Jacques Blamont. Tout cela, que ce soit avec les Américains ou les Soviétiques, Jacques Blamont obtiendra des récompenses, notamment avec les Soviétiques en 1986. Il recevra l'ordre de l'amitié des peuples. L'ordre de l'amitié des peuples. Cette décoration prend tout son sens lorsque l'on sait qu'il a aussi voulu une coopération avec les pays en développement, pas seulement avec les superpuissances, que ce soit avec l'Argentine, le Pakistan, mais surtout et aussi avec l'Inde. Pourquoi l'Inde? Nous lui avions posé la question il y a quelques années. Il avait répondu tout simplement parce que cela s'est trouvé. En fait, parce qu'il a eu une amitié avec Vikram Sarabhai, le père du spatial indien, et qu'il a aidé au cours des années 60 à mettre en place, à développer le spatial en Inde, y compris l'agence spatiale indienne, ce qui lui vaudra là aussi plusieurs décorations de la part de l'Inde. Troisième et dernier temps fort. Depuis une vingtaine d'années, Jacques Blamont était à l'écoute de notre monde. En tant que fin observateur et scientifique éprouvé, il a constaté la dégradation de notre environnement, des excès de l'humanité, de l'incapacité des politiques à agir. Peu à peu, il s'est fait le chantre d'une économie solidaire, du partage équitable des ressources. Et pour cela, il a eu comme dernier projet celui de la fédération, qu'il a proposé au CNES. Cette fédération consiste en une intelligence collective qui permettrait de contourner les pouvoirs actuels afin de proposer un nouveau modèle de développement, entre autres. Jacques Blamont a notamment déclaré en octobre 2018 « Je ne pense pas que ce soit dans le jeu politique actuel que la jeunesse puisse trouver son avenir, mais elle le fera d'elle-même et la fédération sera là pour l'épauler. » Il n'est richesse que d'homme, disait Jean Bodin. Pour terminer, je me permettrai quelques mots sur mes liens que j'ai pu avoir avec Jacques Blamont. En 2000, alors que je terminais ma thèse de doctorat, il m'a épaulé et il est devenu mon président de jury de thèse, ce qui a été pour moi un grand moment. C'est quelque chose que l'on n'oublie pas. J'ai poursuivi mes recherches, je l'ai revu à plusieurs reprises, notamment en février dernier. C'était alors un homme certes fatigué, mais songeur, un homme toujours à l'esprit vif et pertinent, avec des projets en tête, toujours. Et il consacrait ses journées à la réflexion, à la lecture, à l'écriture. C'est ce qui m'a frappé énormément. Un homme d'écriture. Peut-être, j'en suis sûr, il cogitait de nouveaux projets. Bon voyage, professeur. Bon, ça me paraît difficile, évidemment, quelques jours après son décès, de prendre la parole parce que je suis encore trop dans la présence de Jacques. J'ai passé les derniers mois très proche de lui, du fait que j'allais le visiter quasiment tous les jours jusqu'au confinement et que jusqu'à la dernière semaine, on se parlait quand même tous les jours au téléphone. Et malheureusement, il s'est endormi, car en fait, ce n'est pas le virus qui l'a tué, mais la fatigue, la déshydratation et le manque de soins dont il était victime, malheureusement. Alors,
je trouverai seulement deux aspects, le début et la fin de sa carrière, de sa vie. J'ai effectivement été très proche pendant toute sa vie, mais j'ai connu Blamont il y a 62 ans. Ça ne me rajeunit pas, mais enfin, c'était formidable. J'étais une petite étudiante, je me présente chez Blamont en lui disant que je veux faire une thèse. Je sortais des cours de Kastler et Brossel qui avaient été ses maîtres, et j'étais très impressionnée par leur travail. Et donc, je lui demande de faire une thèse chez lui, il m'accepte. Et je me souviens qu'il m'avait dit, on était en juillet, qu'est-ce que vous allez faire cet été? Je réponds, je pars en vacances. Il me répond, eh bien, profitez-en parce que ce sont les dernières de votre vie. Il ne croyait pas si bien dire. Heureusement, il ne m'a pas découragée. Donc, on a commencé évidemment sur les chapeaux de roue, puisque 6 mois après, on était à Colombéchard pour les premiers tirs d'Amaguir de la fusée Véronique dans le cadre de l'AGI, de l'année géophysique internationale. Grand succès, début de carrière merveilleux pour les jeunes chercheurs qu'on était, et début finalement de la grande entreprise spatiale. Alors évidemment, ça lui a permis, dans ses contacts qu'il avait avec les hautes sphères, notamment avec Don Wool, de défendre l'idée d'une agence spatiale. Ses contacts avec Aubinière, qui avaient été extrêmement chaleureux à Maguire, ont évidemment aidé aussi au processus, et le CNES est né. Ces premières années ont été évidemment des années très riches de résultats. Les premiers tirs d'abord de fusées, et puis très vite d'autres engins, puisqu'il s'est lancé très vite dans l'aventure ballon, d'abord au laboratoire, puis avec l'aide du CNES, puis très vite dans les manips satellitaires. Je vais couvrir assez peu des manips satellitaires du fait que je sais que Jean-Loup les couvrira beaucoup mieux que moi. J'ai beaucoup travaillé au sol avec les expériences que j'avais entreprises, et notamment j'ai beaucoup travaillé à l'Observatoire de Haute-Provence, qui était le haut lieu de recherche pour Blamont quand il a commencé, c'est là qu'il a commencé à faire de la physique de l'atmosphère avec son maître Alfred Kastler. Et c'est resté pour nous un lieu très symbolique, qui d'ailleurs reste encore à l'heure actuelle un des sites d'observation du laboratoire qui a suivi le service d'aéronomie. Donc, nous avons eu une vie très active. Il a fait passer un très grand nombre de thèses sur des sujets très variés, l'atmosphère et puis les planètes ultérieurement, le Soleil aussi. Donc, résultats qui ont fait sa réputation dans le monde. On a également vécu quelque chose d'assez extraordinaire pour cette époque, c'est le fait qu'il ait développé très vite les contacts avec la NASA. En fait, en 1960, on a déjà été invité par la NASA à lancer des javelines à Wallops Island, ce qui était extraordinaire en 1960. Et en 1966, quelques mois après que De Gaulle ait été en Russie pour serrer des liens avec le gouvernement russe, soviétique à l'époque, moi je me retrouvais à Moscou en octobre 1966 à définir un programme qui a duré 50 ans avec les soviétiques. Donc, il a réussi à faire que la France et les deux grands pays qui étaient pourtant en pleine guerre froide ont travaillé ensemble. Et ça a été une de ses grandes joies et un de ses grands succès, et ça a continué quasiment toute sa vie. Bien qu'a priori peu lié à l'espace, je ne peux quand même pas ne pas évoquer un programme que Blamont a imaginé, qui est le programme LIDAR du sondage par laser de l'atmosphère. Il se trouve que j'y ai consacré 20 ans de ma vie et que cette idée vient d'une idée de Blamont issue essentiellement du travail de Kastler. Il s'agissait de sonder l'atmosphère par laser. Ce programme continue d'ailleurs avec beaucoup de succès ces temps-ci, et a donné énormément de résultats, a placé notre équipe du service d'aéronomie sur l'échiquier mondial en tête. On avons été les premiers. Alors bien que ça n'ait pas eu pendant très longtemps un aspect spatial, il y a quand même deux véhicules qui mesurent par LIDAR les poussières dans l'atmosphère, Calypso, et moi j'ai fait voler à bord de la navette spatiale, de la Mir, le satellite ALISA. Mais actuellement, il y a un satellite qui s'appelle Aeolus, qui fait des mesures du vent de la haute au-dessus de la troposphère, de la basse stratosphère, qui va servir pour les prévisions météorologiques avec une amélioration de la prévision et qui découle d'un brevet que j'ai déposé il y a 30 ans, exactement, et qui vole maintenant, réalisé par l'Agence spatiale européenne. Donc, il s'agit d'une idée de Blamont d'il y a 40 ans maintenant, et qui a eu beaucoup de succès. Donc, ces résultats, je ne parle pas des résultats scientifiques, mais ces résultats qui ont abouti finalement à beaucoup de résultats scientifiques, mais ces résultats politiques ont joué un très grand rôle dans sa carrière.
nous nous sommes perdus de vue pendant un moment parce que chacun avait sa propre vie et moi j'ai beaucoup développé de programmes sur le changement climatique, notamment un programme qui est devenu un des programmes de du programme international de recherche sur le climat. Et nous nous sommes retrouvés quand justement son attention a été attirée par les drames vers lesquels se dirigeait l'humanité. Et c'est l'époque où il a écrit Le siècle des menaces, qui a été publié en 2004 et qui était prémonitoire malheureusement. Je ne sais pas si vous avez remarqué que sur la couverture de ce livre, il y a un coronavirus. Quelqu'un me l'a fait remarquer, je ne l'avais jamais vu jusqu'à maintenant, ce livre, pourtant un de mes livres de chevet. C'était malheureusement prémonitoire. Et d'ailleurs, quand le virus est arrivé il y a quelques mois, au début de l'année en France, il a pensé reprendre un article, refaire un article, éventuellement avec Jean Louberto, sur ce sujet en reprenant ce qu'il avait dit il y a 20 ans. C'était en 2004. Bon, le temps ne lui a pas laissé l'occasion de le faire. J'aimerais parler maintenant de ces dernières années. Les 20 dernières années, très conscient des problèmes vers lesquels malheureusement on se dirigeait, il a beaucoup réfléchi à l'avenir de l'humanité. Il a beaucoup développé les problèmes d'éducation, par exemple. Et il pensait que l'éducation était évidemment, comme on le pense beaucoup, ce qui pouvait sauver une partie du monde. Et il a été très sollicité après la terrible catastrophe tremblement de terre d'Haïti, où il a développé effectivement une éducation pour les populations d'Haïti qui dure encore. Et le fait de côtoyer en Guyane les populations locales l'a effectivement amené à développer le même genre de programme en Guyane. Et le programme de l'Académie des sciences qui s'appelle La main à la pâte, lui est très reconnaissant. J'ai reçu des messages très chaleureux du directeur du programme à l'heure actuelle, Daniel Rouen, qui me dit que ça a été à l'origine d'une composante importante du programme de La main à la pâte vers les pays en voie de développement. Dans ces dernières années, il a eu beaucoup d'autres ambitions pour l'avenir du monde. Je pense que Jacques Arnoux en parlera tout à l'heure. Ils ont travaillé ensemble et publié un livre et continuent à travailler jusqu'à ces derniers mois, puisqu'il était même question d'écrire un nouveau livre qui malheureusement ne se fera pas. Mais il a beaucoup réfléchi, effectivement. Il a beaucoup développé son autre atout, autre que scientifique, et ses qualités littéraires. Pendant les 6 derniers mois, il a écrit un livre qui est un livre de science-fiction, et il a écrit 10 nouvelles sur des histoires qui ont été importantes dans sa vie et qui étaient de la vraie littérature, vraiment de la littérature, comme il ne se permettait pas de le faire dans ses articles scientifiques. Et c'est un autre personnage que l'on découvre. Donc, j'ai eu la chance, grâce à ces contacts proches que j'ai eus dans les derniers mois, de découvrir un autre personnage complémentaire, plus humain, et que j'ai eu la chance vraiment de côtoyer jour après jour. Donc aujourd'hui, je suis encore très émue, je le serai pendant longtemps, parce qu'il me manque et je crois qu'il manquera à beaucoup de gens. J'ai rencontré Blamont, j'avais 26 ans, il en avait 11 de plus que moi. J'avais été introduit par Jean-Claude Péquer, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, et Edrich Schatzman, qui étaient mes professeurs à l'université, pour faire ce que je voulais faire, c'est-à-dire devenir un chercheur spatial. Ils m'ont dit, il y a une personne qu'il faut que tu vois, c'est celui avec lequel nous avons fait le programme de future astronomie, la future astronomie française de l'espace. Et ils m'ont envoyé voir Jacques-Émile Blamont. Alors, je vais le voir. Il avait à cette époque-là un institut qui était logé, grâce à André Danjon d'ailleurs, à l'Observatoire de Meudon, au service de l'heure. Je vais voir Jacques Blamont, je ne le trouve pas. Et puis tout d'un coup, on me dit, mais il est peut-être en bas. Et en bas, c'était le champ des antennes du service de l'heure. Et je vois quelqu'un qui ressemblait plutôt à Darry Cole, en plein milieu de ce champ d'antennes, qui me demande ce que je viens faire là. Je lui dis, voilà, je voudrais passer un diplôme. Ah oui, montez dans mon bureau, on va parler. En quelques, je dirais pas minutes, mais en quelques instants, j'étais chez lui, j'étais pris par lui. Il m'embauchait. Moi, un pauvre mec de 26 ans. Incroyable. Ça ne se ferait plus aujourd'hui, ces choses-là, je ne pense pas. Donc, je ne peux pas oublier ce moment-là. C'était le vraiment début de mon travail en tant que chercheur. Ce qui m'a frappé à ce moment-là chez lui, c'était sa jeunesse. Il était jeune, il avait 36 ans, mais il était formidable. Il était incroyable même. Il était audacieux, ça c'était son audace. Il n'hésitait pas, il n'hésitait à rien.
il était imaginatif. Un jour, j'étais dans l'avion avec lui, et il lisait un livre, et je lui dis, mais qu'est-ce que vous lisez? J'ai l'impression que c'est un livre que ma sœur lisait quand elle voulait s'endormir. Mais non, pas du tout. Le livre s'appelait Fiction. Et c'était des récits de science-fiction. Je dis, bah, alors, ça m'étonne de vous. Mais où pensez-vous que je cherche mes idées? C'était lui tout craché, même si ses idées venaient bien d'ailleurs. Donc, j'ai adoré son goût du risque et les premiers instants de notre existence ont été, je vais dire, merveilleux. Je ne peux pas oublier, Marie-Lise certainement non plus, les moments extraordinaires que nous avons passés tous avec lui comme responsable de toutes ces expériences au sein du Sahara, où on lançait la fusée Véronique, des fusées de moindre importance, et où on rencontrait des scientifiques de tous pas de tous les pays, d'un pays. Lui, Blamont avait invité un chercheur allemand pour tirer des fusées. Un Allemand tirer des fusées, c'est quand même à cette époque-là pas facile. En fait, il avait donc pu faire venir ces Allemands qui sont devenus après, le professeur Lust, qui est décédé un mois avant lui, pour démarrer un programme franco-allemand. Je voudrais dire aussi que ce qui m'a impressionné, c'est sa gentillesse. Avec moi, il a été parfait. Lorsque je lançais des fusées au Sahara, il avait fait une liaison avec ma mère. Et il téléphonait, ou il écrivait à ma mère, j'ai encore la lettre ici, et ça m'a bouleversé, après tout ce qui s'est passé entre nous. Il disait à ma mère, voilà, ça ne s'est pas bien passé cette fois-ci, mais ça marchera mieux la prochaine fois, ne vous inquiétez pas, il va bien, etc. Et moi, je n'étais pas au courant de cette lettre, c'est ma mère qui, lors de son passage dans l'autre monde, me l'a légué. Je me rappellerai aussi toute ma vie ce qu'il s'est passé le jour où j'ai lancé ma première fusée avec lui. Et cette fusée qui devait obtenir des images de la couronne solaire est allée s'écraser dans le Maroc, dans les déserts du Maroc. Et Blamont a réussi à les récupérer, ce qui restait de mon expérience. Quand il est descendu de l'avion à Colomb-Béchard et qu'il a mis son doigt vers le bar comme ça, j'ai compris que mon expérience, elle était finie et que je pouvais aller ailleurs. Et ailleurs, pour moi, ça a été ma chambre où je suis resté 2 jours à pleurer. Et Blamont m'a dit, mais il ne faut pas pleurer, il faut continuer. On va vous lancer encore une fois, on va vous lancer plusieurs fois. N'abandonnez pas, surtout n'abandonnez pas. Cette leçon, pour moi, a été une leçon fondamentale, parce que dans toutes les opérations que j'ai faites avec des chercheurs, avec des ingénieurs pour lancer des satellites et des expériences, je leur ai toujours dit, quand ça ne marchait pas, n'abandonnez pas, never give up. Et c'est Blamont qui me l'a appris. Je dois vous avouer, effectivement, vous savez sans doute que notre vie à tous les deux n'a pas été un long fleuve tranquille, et les péripéties de l'histoire nous ont vus nous opposer et nous déchirer. On était tous les deux, d'un côté et de l'autre, emportés par ce tsunami de 1968 qui a fait trembler toute la France. Et je ne dirais pas comment il a réussi à supporter cette difficulté énorme dans sa vie. C'était très difficile, elle l'était aussi pour moi, je peux vous l'avouer. On était dans l'impossibilité de sortir de ce tourbillon qui nous avait avalé. Et j'avais juste en mai 1968, j'étais en train de rédiger ma thèse pour la passer au mois de juin. Évidemment, elle n'a pas pu se passer au mois de juin, mais elle s'est passée au mois de juillet, ce qui est absolument anormal pour une thèse à cette époque-là. Et bon, la thèse se est présentée, je reçois les félicitations du jury, et il est de bon ton que les membres du jury, qui étaient présidés par Alfred Kessler justement ce jour-là, Ivry Schatzman et Jean-Claude Pecker, a serré la main du candidat. Blamont ne m'a pas serré la main. Alors
je suis allé chercher sa main dans sa poche et on s'est serré la main. Et le fait qu'il ait accepté ça a été peut-être une indication pour moi que tout n'était pas perdu. C'était difficile, mais on a renoué les liens. On a renoué les liens parce que ce passé était insupportable et que, bon, on n'était plus ensemble, on ne travaillait plus ensemble, mais on se voyait et on se parlait. Je n'oublierai jamais non plus que lorsque j'ai été élu directeur scientifique de l'Agence spatiale européenne, j'étais dans une réunion au JPL, le Jet Propulsion Laboratory, c'était en décembre 1982, et je venais d'arriver de Paris, donc il y avait 8 heures de décalage avec Paris, et j'arrive à la porte du JPL, et ce jour-là, le conseil de l'ESA devait décider de si oui ou non on me prenait comme directeur. Et là, je vois Blamont à la porte d'entrée du JPL, je me dis ça alors, c'est extraordinaire. Et Blamont me dit, vous savez, vous avez été élu. Alors là, je suis tombé presque en larmes, vraiment que ce soit lui qui me l'annonce, et c'était vraiment lui qui me l'avait annoncé. Je suis allé m'asseoir peu de temps après dans l'amphithéâtre où on avait le meeting qui nous avait réunis ce jour-là. Et je lui ai parlé pour lui dire que tout ce qui s'était passé, c'était difficile de l'oublier, mais moi, je ne pouvais pas l'oublier non plus, mais que j'espérais qu'on renouerait notre amitié. Et puis, je dois dire que le long du temps, nous avons bien travaillé ensemble. Je voudrais simplement terminer en disant que Blamont, c'était un homme extraordinaire, un homme de culture absolument incroyable, qui touchait à la musique, qui touchait à la peinture, qui touchait à la littérature, à la poésie, à la politique, et beaucoup de choses. Il nous a tant appris dans tous les domaines, et nous lui redevons une reconnaissance absolue. Je voudrais dire que j'ai eu la dernière fois où j'ai pu vraiment m'approcher de lui et lui parler, c'était en octobre 1980, lorsqu'on a fêté son 90e anniversaire où Marie-Lise et Pierre Léna m'avaient invité. Donc je suis allé là. J'ai fait un petit discours qui résume ce que je viens de vous dire aujourd'hui. Et j'ai conclu, et je ne pouvais pas me retenir, vous savez, on vous aime. Eh bien, Blamont, c'est une personne qu'on peut détester, mais qu'après tout, on aime beaucoup. Merci. Dès ma jeunesse, j'ai été recruté par Blamont. En fait, j'étais dans la dernière année de l'école polytechnique. J'avais 21 ans. Et tout d'un coup, ils sont venus faire à l'école polytechnique ce qu'on appelle un amphi-rotap. C'était en avril 1963. Et j'ai vu débarquer le général Aubinière et Jacques-Émile Blamont, un personnage au nez busqué. Et en fait, apparemment, effectivement, il ressemble un peu à mon père. Alors, est-ce que ça a été quelque chose de décisif dans ma décision de le rejoindre? Je n'en sais rien. Freud devrait se régaler là-dessus. Mais toujours est-il que moi, en avril 63, donc, je ne savais pas ce que j'allais faire à la sortie de l'école. J'hésitais entre pilote de chasse ou faire de la recherche scientifique dans un domaine indéterminé. Et quand, dans mon adolescence, moi, j'avais beaucoup aimé la science-fiction, justement, dont parlait Bonnet tout à l'heure. Et Jacques Blamont nous disait, bon, ben là, ça y est, on vient de faire le CNES, et donc vous pouvez venir faire de la recherche spatiale dans mon laboratoire. Et là, quand j'ai vu que je pouvais à la fois faire de la recherche et dans le domaine qui touche à la science-fiction, alors là, j'ai plus hésité une seconde. Et donc, j'ai dit d'accord. Alors là, en 63, il m'a envoyé, parce qu'il fallait que je passe encore des examens pour pouvoir postuler à une thèse. Et c'est à la fin, en juin 64, un an plus tard, que Blamont me dit, bon, ben, vous allez partir la semaine prochaine au Goddard Space Flight Center, vous occuper d'une expérience qui vient d'être acceptée. Alors là, j'ai dit, écoutez, donnez-moi encore 15 jours parce que j'ai prévu un petit séjour à l'école des Glénans. Alors il a été d'accord. Et donc moi, je me suis retrouvé, disons,
il m'a donné une responsabilité de m'occuper de l'instrument qui venait d'avait proposé à la NASA et qui était un instrument sur la série des satellites OGO dont on a parlé tout à l'heure. C'était Orbital Geophysical Observatory, une série de 6 satellites. Et sur le numéro 5, il avait proposé une expérience sur ce qu'on appelle la géocouronne, c'est-à-dire un énorme atome, disons, c'est la fin de l'atmosphère de la Terre, composée uniquement d'hydrogène atomique. Alors, il avait trouvé une nouvelle méthode pour observer l'hydrogène atomique que je vais un peu expliquer scientifiquement. Alors, vous savez que les lampes à sodium, ça a une couleur jaune-orangé qui est spécifique de l'atome de sodium. Eh bien, pour l'atome d'hydrogène, il y a aussi une couleur spécifique, sauf qu'elle est dans l'ultraviolet lointain. Ça s'appelle la raie Lyman alpha. Et en fait, elle est complètement absorbée par l'atmosphère terrestre. Si on veut l'observer, il faut vraiment aller dans l'espace. Alors finalement, c'est un peu la continuation des travaux de Kastler, car Kastler, lui, il avait fait des expériences de géophysique aussi. Il observait la raie du sodium dans l'atmosphère terrestre qui était éclairée par le Soleil. Là, l'idée est exactement la même. Le Soleil est une très puissante source de lumineuse de ce rayonnement Lyman alpha, et tous les atomes d'hydrogène qui sont dans le système solaire sont éclairés. Ça devient donc une source lumineuse, et si on a un bon capteur sensible à cette raie, on peut détecter ces atomes un peu partout. Et juste à ce moment-là, donc en 64, là, il y avait un peu des évidences, comme on dit en anglais, qu'effectivement, on ne connaissait pas l'existence, mais on supposait que peut-être bien il y avait ce qu'on appelait une géocouronne, un mot qui a été fabriqué par Shklovsky, c'est-à-dire un énorme nuage d'hydrogène atomique qui entoure la Terre, qui vient simplement du fait que la vapeur d'eau est dissociée, les atomes montent parce qu'ils sont plus légers, et puis ils s'échappent, formant ce nuage. Donc il avait proposé une expérience. Il m'a dit d'ailleurs que sa proposition avait été classée c'était expérience à la NASA, il a été classé dans les idiots infaisables. Mais en fait, bon, il avait pu argumenter, et en plus, il avait quelques amis très chers au NASA Headquarters qui avaient repêché. Et d'ailleurs, ce qui est assez extraordinaire, c'est que sur OGO 5, il y avait 24 expériences différentes, dont 2 étaient consacrées à cette géocouronne. Et l'autre, c'était celle d'un Américain, Barth et Charlie Barth, et qui en fait a foiré complètement, mais pour une raison qui était totalement inattendue. C'est que ce satellite avait une orbite très excentrique et montait, et surtout, il traversait entièrement la zone de radiation. Et donc, l'expérience de l'Américain, Charlie Barth, était pratiquement saturée tout le temps. Tandis que Blamont, lui, il avait imaginé, ça c'était une de ses grandes caractéristiques, imagination, imaginait d'utiliser un petit bidule qui existait sur le satellite et qui permettait, une fois qu'on était très très loin de la Terre, à 150 000 km, d'observer ce nuage d'hydrogène illuminé par le Soleil avec un système de balayage dans 2 directions. Et lui a très bien marché. Et bon, il m'avait donné la responsabilité de ce qu'on appelle maintenant instrument scientist de cette expérience. Donc, j'ai commencé par passer 4 ans à construire l'instrument, puis assister au lancement. C'était un petit peu dramatique parce que quand j'étais au Cap Kennedy, on pouvait s'approcher très près du lancement, et que c'était un matin et la fusée est partie, et puis tout d'un coup j'ai vu que sa trajectoire s'inclinait beaucoup et pratiquement allait à l'horizontale. J'ai cru que c'était fichu, pas du tout, c'est simplement que le satellite était déjà arrivé à 200 km d'altitude et plein pot il se mettait en orbite. Bon, bref, j'ai passé donc ma thèse, mais beaucoup plus tard que ça, parce qu'il a fallu construire l'expérience, puis ensuite analyser tous les résultats, etc. Un caractère de Blamont qui était tout à fait extraordinaire, c'est que pendant la préparation de cette expérience, il avait pas mal d'élèves, et d'autre part, il était très occupé au CNES, donc en fait, il n'avait pas beaucoup de temps de s'occuper de chacun d'entre nous. Mais chacun d'entre nous, il lui donnait beaucoup de responsabilités, et il venait le voir, par exemple, quelques dizaines de minutes, une fois par semaine, mais on ressortait de ces 10 minutes absolument dynamisé et avec enthousiasme, et on se remettait à travailler. C'était l'époque où, en fait, on passait tous nos week-ends, samedi et dimanche, compris derrière le buisson. Tout le monde travaillait beaucoup, mais il faut reconnaître qu'il n'y avait pas la possibilité de faire du télétravail à ce moment-là. Bref, moi, ça a été le début d'une longue carrière où j'ai toujours été avec Blamont au service d'aéronomie. Je dois dire qu'en mai 68, là, justement, j'avais même pas…
commencé la rédaction de ma thèse. C'était juste les premiers résultats de cette expérience sur Ogo 5 sur la géocouronne. Et la question s'est posée de savoir pour moi, bon, est-ce que j'étais… Il y avait mai 68, et c'était tentant en fait de tenter une nouvelle expérience, d'aller regarder un peu autre chose, de s'organiser différemment. Mais franchement, pour moi, là, je me suis dit les plus et les moins. J'ai vu, bon, ben, Jacques Blamont, il a toujours été sympathique avec moi, donc je ne lui en veux pas. Et d'autre part, c'est un personnage remarquable, donc je décide de rester à côté de ce personnage remarquable. C'est pour ça que, disons, en mai 68, je suis resté dans son laboratoire sans aucun état d'âme. Un peu plus tard, j'ai été nommé directeur adjoint dans les années 80 du service d'agronomie, et donc je l'ai connu en long, en large et en travers. Mais je ne vais pas raconter tout ça. Tout ce que je voudrais dire, c'est que, bon, effectivement, il avait des côtés qui étaient parfois un petit peu secs, mais il avait sans doute la volonté il avait, comme beaucoup de scientifiques, un ego assez développé, et il voulait un peu se démarquer de ses collègues de l'école normale, et montrer aussi à Kastler que ce qu'il avait choisi comme option, c'est-à-dire faire de la géophysique, était quelque chose de très intéressant, parce qu'il était parti d'un laboratoire où on faisait de la physique fondamentale. C'était Kastler qui regardait la structure de l'atome, qui faisait ce pompage optique pour regarder la structure de l'atome. Et donc, Blamont se sentait un petit peu, disons, en marge. Mais au fond, il avait l'esprit d'aventure. Non seulement l'esprit de l'aventure, mais parfois un petit peu un caractère militaire. Alors, le général Aubinière, qui était directeur du CNES, donc son supérieur hiérarchique, c'est Blamont qui m'a raconté qu'un jour, le général Aubinière lui dit « Écoutez, Blamont, vous avez un côté militaire. Et croyez-moi, dans ma bouche, ça n'est pas un compliment. » Mais effectivement, en y repensant un peu, c'est vraiment le goût, au fond, le goût de l'organisation, du travail bien fait, ce qui, dans une armée, devrait être le b.a.-ba. Donc, pour moi, si vous voulez, pour moi, c'est aussi une grande émotion de sa disparition. Je l'ai vu très récemment. C'était fin février, où il y avait une projection d'un film que quelqu'un avait fait sur ses idées. On était d'accord sur beaucoup de points en ce qui concerne les problèmes de l'humanité. Je trouve que dans son livre « Le siècle des menaces », il avait un peu sous-estimé le grand danger, les deux grands dangers, la religion et la démographie. Et Giscard d'Estaing m'avait dit « mais au fond, ça c'est la même chose, hein, en fait. » Et effectivement, parce qu'il pensait que sur la démographie, c'était trop long d'agir sur la démographie. Pas du tout, je pense. Il y a une inertie, mais on peut le faire. Éducation des femmes et d'éducation des hommes. Donc, moi, je me sens très, très proche de ces idées. Et vous savez, moi, j'ai aussi science-fiction. Je m'occupe beaucoup d'exoplanètes. On se pose la question de savoir s'il y a des civilisations en dehors de chez nous. Et bon, imaginons qu'il y en ait. Imaginons qu'un jour, on les rencontre. Eh bien, on voudra peut-être essayer de dire, ben, regardez, nous, on a fait des choses formidables. Et je dirais que Blamont est vraiment l'exemple de ce qu'a pu produire de mieux l'humanité. C'est un homme à donner à titre d'exemple à nos collègues extraterrestres. À propos, par exemple, de la Station spatiale internationale, je crois qu'il s'était absolument convaincu que ça n'avait pas beaucoup d'intérêt scientifique, cette station internationale, mais ça avait un énorme intérêt symbolique de voir que les nations se mettaient ensemble pour faire un gros bidule coûteux, mais très, très important dans l'espace. Ça, il appréciait vraiment ce côté symbolique de l'effort de l'humanité tout ensemble pour faire quelque chose de grand. On va tout d'abord dire que je suis bouleversée par le décès de Jacques Blamont, une personnalité éminente que j'ai eu la chance de connaître depuis pas mal d'années. Tout d'abord, comme étudiante, j'ai eu la chance de l'avoir comme professeur au DEA de l'atmosphère à la faculté de Jussieu de Paris. Ensuite, comme chercheur au service d'aéronomie, où j'ai préparé une thèse sous sa direction sur le vent interstellaire. Et enfin, en tant que responsable des programmes du système solaire au CNES, où j'ai eu beaucoup à travailler avec lui, puisqu'il était le principal investigateur des missions d'exploration du système solaire, le principal investigateur français. Donc, j'ai pu connaître
toutes ces facettes sur une période d'années, j'ose à peine le dire, de 50 ans. Je voudrais esquisser son portrait. C'est un homme fascinant. Tout d'abord, ce qui frappe, c'est son élégance, très, très bien habillé. Et c'est vrai que dans ce milieu, ce n'était pas toujours ce que l'on voyait. Donc, quelqu'un de très élégant, d'une grande courtoisie, mais en même temps, il savait aussi décocher des flèches, d'une grande courtoisie, d'une grande curiosité. Il s'intéressait à tout. Moi, j'ai pu il pouvait à la fois s'intéresser aux roses anciennes. C'est un grand collectionneur de roses. Je me souviens à Samarcande, il avait trouvé des espèces extrêmement rares qu'il se proposait de planter dans son jardin de sa propriété à Toulouse. Donc, il avait des intérêts divers. Donc, je parle des roses. Je me souviens aussi où il s'était absenté pour aller à la fabrication des boîtes laquées, les fameuses boîtes laquées russes qu'il collectionnait aussi. Et il a été donc à l'usine de fabrication pour pouvoir en faire réaliser une à l'effigie de sa. Je me souviens aussi que dans les nombreux endroits où on allait, il trouvait toujours un moment pour se rendre à une bibliothèque parce qu'il poursuivait des recherches, en particulier pour son livre Le lion et le moucheron, qui était consacré à l'histoire des maranes. Il allait dans toutes les bibliothèques qu'il trouvait pour trouver des sources, des archives. Et c'était passionnant de voir tous ces centres d'intérêt, en dehors évidemment de ces intérêts scientifiques qui, comme vous le savez, sont très nombreux. Alors, je pourrais parler donc du professeur qui réussissait à enthousiasmer ses élèves, puisque un grand nombre d'entre eux ont poursuivi leur carrière dans son laboratoire pour s'occuper d'astronomie, de physique solaire ou d'aéronomie. Donc, il arrivait à… C'était un grand meneur d'hommes. Il a beaucoup influencé cette génération, alors qu'il y avait beaucoup de possibilités qui s'ouvraient avec la création du CNES, les bourses CNES, la création des grands centres scientifiques. Il a poussé beaucoup de gens vers ces domaines. Et en particulier, on peut voir que tous les acteurs, quasiment tous les acteurs du spatial, que ce soit dans l'industrie, à l'ESA, au CNES, sont parmi ses anciens élèves. Donc, c'est ce que je dirais pour sa carrière d'enseignant qu'il a poursuivi très tard. Il a encadré même vers les dernières années de sa vie des thèses pour la défense. Donc, il aimait beaucoup ce travail d'enseignant. Il était d'ailleurs visiting professeur aux États-Unis au JPL, un des rares étrangers à l'être. D'ailleurs, on a dû vous raconter cette anecdote qu'il avait sur le parking de cet établissement, une place à son nom. Donc voilà ce que je pourrais dire sur ces activités d'enseignant. Il était le directeur du service d'aéronomie, le premier laboratoire spatial en France, avec des recherches. Ce laboratoire a livré des recherches tout azimut, aussi bien avec les Russes, enfin avec les Soviétiques, pardon, qu'avec les Américains ou l'Europe. Enfin, c'est vraiment un réservoir de chercheurs de renommée internationale qu'il a formé. Quoi dire au CNES, il était évidemment il en a été fondateur.
le responsable, le directeur scientifique et technique. Mais son rôle ne s'arrêtait pas à la science ou la technique. Le CNES faisait appel à lui, et j'ai pu le voir, parce que moi je suis restée plus de 30 ans au CNES, à la fois quand il s'agissait de réorganiser ses centres, c'est lui qui a proposé des organisations pour le centre de Toulouse ou pour le centre spatial guyanais. Je me souviens aussi que lors des colloques de prospective que les organisés tous les 4-5 ans pour trouver des nouvelles missions, pour redonner vie à tous les projets spatiaux et orienter différents cadres. C'était toujours lui qu'on invitait pour les exposés introductifs, pour tracer les lignes futures, pour nous parler des technologies nouvelles. Donc, il était toujours le découvreur, celui qui inspirait, celui qui était toujours tourné vers l'avenir. Enfin, je veux dire quelques mots sur son rôle d'écrivain. Il a écrit beaucoup de livres, une dizaine, une vingtaine, j'en ai lu beaucoup. Je ne les ai pas tous lus, c'est bien parce que je pourrais donc encore lire, entendre sa voix, entendre encore non seulement ses découvertes, mais ses intuitions. Je pense que ce qu'il a pu écrire dans l'introduction au siècle des menaces, on en voit aujourd'hui, malheureusement, une de ses visions sur les épidémies. Donc, c'était un grand visionnaire. Et ce qu'il a imposé dans ses recherches scientifiques, il l'a utilisé après dans ses livres. Et jusqu'au bout. Bon, la dernière fois que je l'ai vu, c'était, j'en suis contente, il n'y a pas très longtemps. C'était au mois de février à Paris, où on présentait un documentaire qui a été fait sur lui, un documentaire dans la série Les Hommes remarquables, c'est tout à fait sa place dans ce genre de documentaire. Et j'ai pu, à la fin de cette projection, pouvoir discuter avec lui. Donc, c'était il y a un mois et demi. Voilà ce que je pouvais dire rapidement sur mes premières impressions après l'annonce de son décès. Bon, moi, je suis un peu un genou dans cet hommage à Jacques-Émile Blamont. Je voulais, bon, c'est plutôt la partie planétologie qui m'intéresse, évidemment. Le premier mot qui me vient à l'esprit avec Blamont, c'est courage. C'était quelqu'un d'extrêmement courageux, qui avait peur de rien et qui allait au casse-pipe parfois, et souvent d'ailleurs, mais il le faisait avec une conviction extrêmement forte. Parmi les scientifiques français, j'en connais quelques-uns, mais pas beaucoup, qui ont ce type de courage. Une première anecdote, j'essaie d'être un peu chronologique, je la tiens de mon grand-père, qui était donc directeur du labo de physique de l'ENS, et qui m'a raconté quand Blamont est rentré dans son bureau et a annoncé à mon grand-père, voilà, j'ai décidé après ma thèse, je vais faire des fusées-sondes. Et mon grand-père lui a dit, bah, écoutez monsieur, vous prenez la porte, ça n'a strictement aucun intérêt, c'est un travail d'ingénieur, donc au revoir monsieur. Donc en fait, ça s'est assez mal passé, et néanmoins, Blamont a su, ça a été dit déjà, démontrer qu'on pouvait faire de la science, mais c'est vrai que sortant de la physique théorique de l'ENS et de sa thèse chez Kastler, c'était tout à fait autre chose, c'était beaucoup un travail d'ingénieur. En termes de planétologie, on parle souvent du ballon Vénus. Il y a un petit film qui existe qui est assez extraordinaire, si vous le voyez un jour. Il est très court, c'est Blamont devant un tableau noir qui raconte qu'il a fait un rêve, il a vu une lumière, et cette lumière, c'était un ballon sur Vénus. Et ce ballon Vénus, effectivement, il a été fabriqué, le CNES l'a fait, mais ça ne s'est pas bien passé entre le CNES et
la Russie, enfin l'Union soviétique de l'époque, puisque ce n'est pas le ballon du CNES qui a volé. Hein. Ça a été encore… souvent, on cite le ballon Vénus comme étant une grande réussite de Blamont, mais c'est un ballon soviétique qui n'a rien à voir, qui a volé, qui était beaucoup plus modeste d'ailleurs, et qui a été heureusement suivi par le DSN américain et qui a permis de donner quelques résultats scientifiques. Néanmoins, il pensait beaucoup à ces ballons, et notamment, il avait lancé le ballon martien, l'aérostat martien, qui nous a occupés au CNES pendant environ 5 ans. C'était extrêmement audacieux. Pour résumer, le problème de l'aérostat martien, c'est que Archimède ne nous aide pas du tout. Il n'y a pas beaucoup de pression et il y a une très très basse température. Et il s'agit de faire voler l'équivalent d'un immeuble pour une nacelle de 10 kg. Donc c'était extrêmement difficile. Et d'ailleurs, au bout de 5 ans, il a fallu jeter l'éponge parce que ce ballon était extrêmement difficile à déployer. Il fallait le déployer pendant la descente, il se déchirait. Néanmoins, il avait contacté les Américains et dit aux Américains, écoutez, il va y avoir ce ballon qui va être lancé par les Soviétiques et donc il faut absolument mettre un relais. Et donc, ça s'est appelé le Mars Balloon Relay sur Mars Observer, 1992. Et ce Mars Balloon Relay a été livré aux Américains et a été lancé donc sur Mars Observer et a été testé. C'est ça l'anecdote, c'est que ce Mars Balloon Relay a été testé avec des moyens de communication terrestres dans les 24 heures qui ont suivi, ou peut-être les 2-3 jours qui ont suivi le lancement. Donc le Mars Balloon Relay fonctionnait très bien. Simplement, vous connaissez la fin de l'histoire. Mars Observer s'est désintégré au moment de la mise en orbite autour de Mars. Donc ça n'a pas été un succès scientifique et il n'a jamais pu être utilisé. Il s'est aussi beaucoup œuvré sur quelque chose d'assez modeste, mais il y a mis de l'énergie à une époque. Il venait souvent me voir et il voulait absolument arriver. Il avait une conviction sur la nécessité de compression d'image. Donc, on a appelé ça le MCI, le module de compression d'image. Et comme il avait beaucoup de relations, il a mis ce module de compression d'image sur Cassini, qui a parfaitement fonctionné. Il l'a mis sur la sonde japonaise Musée Nozomi, qui malheureusement n'a pas eu de succès parce que la sonde était en mauvais état à l'arrivée sur Mars. Et il l'a mis également sur Clémentine, puisqu'il était en contact avec le DoD américain. Et ce module a très très bien fonctionné. C'était surtout un développement du CNES d'ailleurs, qui était derrière ce MCI, mais il a réussi à le caser sur 3 missions à la fois, ce qui était réellement une performance. Un autre point, c'est qu'il a eu une vision, il était très visionnaire, et comme beaucoup de visionnaires, évidemment, parfois on a raison trop tôt, et quand on a raison trop tôt, ça ne marche pas, mais il a lancé à une époque toute son énergie sur des microsatellites interplanétaires que nous appelions dans notre jargon des bananes. Pourquoi des bananes? Parce que c'était des petits satellites d'environ 200 kg qu'on mettait en tiers de cercle, en piggyback sur Ariane 5, et on pouvait en mettre 3, je crois, ou 4, je ne me souviens plus. Mais il avait imaginé que ces petits satellites de 200 kg pouvaient faire des missions planétaires. Il s'est beaucoup battu là-dessus et malheureusement, ça n'a pas abouti. Mais depuis, des microsatellites et même des nanosatellites sont envoyés couramment. Un autre exemple du rôle de Blamont, ça a été quand Claude Allègre, dans une interview au Monde, je crois, avait dit « Ah, mais on pourrait utiliser Ariane 5 pour faire le retour d'échantillons martiens ». Eh bien, quand un ministre parle, le CNES exécute, et donc on est parti, la fleur au fusil en 98, avec Richard Bonneville et d'autres, Christian Cazot, le chef de projet, sur ce programme extraordinairement ambitieux qui n'a toujours pas été fait, mais qui est en cours, le retour d'échantillons martiens, MSR pour ceux qui connaissent. Et en fait, le rôle de Blamont, c'est un petit peu sa façon de travailler. Il a, tout au début des discussions, il était très présent. Et tout de suite, il a mis sa marque en disant « le CNES fera ça, ça et ça ». Et ensuite, Blamont a disparu. C'était exactement comme ça qu'il travaillait. Et donc, dès le départ, il a dit « c'est au CNES de faire l'orbiteur de rendez-vous et capture ». Et maintenant, il n'y a plus qu'à.
Et pendant 5 ans, on a travaillé sur cet orbiteur de rendez-vous et capture. On avait rajouté des landeurs géophysiques. Malheureusement, en 2003, tout s'est arrêté parce que le contexte avait changé et que les Américains avaient repoussé la mission éternellement. J'ai lu, pas tous ses ouvrages parce qu'il en a écrit beaucoup, je suis un passionné d'histoire des sciences, j'ai lu Le Chiffre et le Songe, et j'ai lu aussi les déchiffreurs de Boorstein, qui sont en fait à peu près le même sujet, c'est l'histoire des découvertes en astronomie, mais aussi les découvertes maritimes. Et j'ai dit à Blamont que le problème, son livre est extraordinaire, il est extrêmement riche, mais il s'adresse à un public extrêmement cultivé. Et donc, ce livre est très difficile à lire. Enfin, moi, je l'ai trouvé difficile à lire dans la mesure où par exemple, autour de Galilée, à 50 pages d'écart, il va vous parler des gens qui entouraient Galilée. Évidemment, vous avez complètement oublié quelle est la personne dont il parle. Et donc, c'est assez compliqué de s'y retrouver. Mais ce livre est absolument passionnant. Le dernier chapitre est assez glaçant. Je ne sais pas pourquoi il a mis ce chapitre sur Dora, mais bon, ça c'est une autre histoire. Sur l'introduction au siècle des menaces, bon, je n'ai pas lu le livre, mais ce livre de 2004 qui est assez prémonitoire, effectivement, ces 3 sujets, ces 3 menaces qu'il mettait en avant, c'était la multiplication des conflits. Bon, là, je crois qu'on y est en plein. L'épuisement des ressources, on y arrive aussi, et les épidémies. Et donc, on est en plein dedans. Voilà. Et là, il a été totalement prémonitoire. Pour compléter ce qu'a dit Jean-Loup, il n'a pas mis le réchauffement climatique en 2004. Ça c'est un peu surprenant. Mais bon, c'était ses convictions. Une anecdote quand même, pour terminer, j'en aurai 2. L'une, c'est que Blamont avait beaucoup d'idées. Il voulait toujours avoir un temps d'avance sur tout le monde. Et sur cette problématique de l'homme sur Mars ou de l'homme sur la Lune, il était convaincu qu'il fallait envoyer ces hommes à cause des radiations dans des grottes. Donc un jour, il est rentré dans mon bureau comme il le faisait parfois, et en me disant « Monsieur Rocard, donnez-moi toutes vos images de trous martiens ». Et les trous martiens, c'était les images que la sonde Mars Reconnaissance Orbiteur et d'autres, Mars Global Surveyor, avaient prises, où on voyait des effondrements de tunnels de lave, des choses comme ça. Et il était convaincu que c'est là qu'on allait y envoyer des hommes, et il voulait faire une étude là-dessus. Et je dois dire que je me suis un peu lâché. Je lui ai dit, écoutez, monsieur Blamont, oui, c'est intéressant votre histoire, mais c'est pas sérieux votre truc. C'est complètement, vous n'y arriverez pas. Comment voulez-vous que des hommes descendent dans un trou de lave? Comment voulez-vous qu'à l'intérieur, ça soit étanche? Comment voulez-vous qu'on y vive? Il faudrait trouver un endroit exceptionnel, on ne l'a toujours pas trouvé d'ailleurs, pour que ça ait le moindre sens de dire qu'on mettra des hommes dans des grottes. Ce qui, sur l'idée, est tout à fait pertinente à cause des radiations, parce que quand vous êtes dans les grottes, évidemment, vous êtes protégé des rayonnements cosmiques qui sont vraiment problématiques. Mais là-dessus, on s'est un peu heurté, je dois dire, et c'est vrai qu'avec Blamont, quand on se heurte, c'est assez brutal. Moi j'ai souvent eu le souvenir que Blamont n'était pas là l'été, et l'été, il était au JPL. Effectivement, il passait ses étés au JPL. Et j'ai lu récemment une chronique du Science et Avenir qu'au JPL, il était heureux. Je dois dire que nous, planétologues, qui sommes allés au JPL, effectivement, on a les yeux qui brillent, on voit un peu les meilleurs ingénieurs dans le domaine de la planétologie faire des choses extraordinaires. Et effectivement, on boit les paroles, on écoute, on est extrêmement modeste et très impressionné par la qualité de savoir-faire de ces 5000 personnes qui représentent le Jet Propulsion Laboratory. Moi-même, en 89, à peine arrivé au CNES, j'ai été envoyé au JPL pour la rencontre de Voyager. J'en garde un souvenir absolument très, très fort. Juste pour conclure, une anecdote que je tiens de mon père, et je ne savais pas cela. Mon père revenait d'Inde et me dit oui, l'Inde, c'est un pays fantastique. Enfin, bon, il me raconte l'Inde, évidemment, par tous les tenants, les aboutissants et l'historique. Et surtout, il me dit, l'Inde, c'est très étonnant, il y a tout un développement spatial qui est orienté vers l'éducation des enfants. Et vous avez dans les moindres villages des paraboles. Et les programmes éducatifs arrivent dans les villages et les instituteurs branchent la télévision et ils ont des cours
Je vous raconte une histoire qui date des années 80 ou peut-être 90. Je ne savais pas que Blamont avait été lié à ce programme. En tous les cas, c'est ce que j'ai lu récemment. Et donc, c'est un programme évidemment extrêmement impressionnant. Moi aussi, je suis un petit peu comme Francis. Je suis un peu jeune dans les travaux avec le professeur Blamont, puisqu'effectivement, je l'ai rencontré à partir de 1988, lorsque j'ai basculé dans l'équipe du projet Aérostat martien du CNES. Voilà, donc j'en parlerai un petit peu plus tard, je parlerai des ballons planétaires un peu plus tard. Mais d'abord, je vais peut-être parler de la façon dont le professeur Blamont a été l'homme clé pour introduire l'activité des ballons stratosphériques en France. En effet, donc, au cours de l'été 1960, le professeur est séjourné à l'université de Minneapolis et il se trouve qu'à cette époque-là, il y avait donc une société qui s'appelait Winzen qui venait d'inventer les premiers ballons stratosphériques en polyéthylène, donc très très légers, qui peuvent monter très haut. Et donc, cette compagnie Winzen faisait des vols instrumentés pour les mesures des phénomènes radiatifs créés au sein de l'atmosphère terrestre par l'activité solaire. Et alors, Blamont a eu l'idée, en s'apercevant que la latitude géomagnétique de Minneapolis, dans l'hémisphère nord, avait une latitude équivalente de l'hémisphère sud, c'était les îles Kerguelen. Et donc, il leur a proposé de faire une étude comparative pour voir qu'est-ce qui se passait lorsqu'effectivement il y avait des particules qui rentraient dans l'atmosphère sur les deux pôles. Et donc, les Américains acceptèrent donc ce projet de collaboration, donc, qui allait se faire à partir de campagnes d'observation ballon simultanées, hémisphère nord, hémisphère sud. Et donc, c'était donc une opportunité scientifique, mais également l'intérêt était technologique, puisque les Américains ont accepté de recevoir 2 ingénieurs du service d'aéronomie, M. Régipa et M. Banelier, qui sont venus en stage pour s'initier aux technologies ballon. Ensuite, ces gens-là sont rentrés. Donc, le professeur Blamont a fait installer son équipe ballon dans l'ETAG, qui est l'établissement technique d'autopropulsé et de guidage à Satori, où elle réussit à fabriquer les premiers ballons français. Et c'est ainsi qu'en 1961, le CNRS, via le service d'aéronomie, lança depuis Trappes, à Yvelines, le premier ballon français. Alors, la campagne de comparaison, alors ça c'était en 1961, et la campagne de comparaison des mesures scientifiques entre les 2 lieux de mesure a eu lieu à l'hiver 1961-1962. Voilà. Et depuis, bon, donc l'activité perdure en France, l'activité ballon perdure depuis près de 60 ans. Et donc, les scientifiques français et les ballonniers du CNES doivent cela à Jacques-Émile Blamont. Il y a eu, cette activité reste unique en Europe, l'opérateur ballon complet, quoi. Alors, il y a eu le 50e anniversaire du Standard sur l'Adour, qui a été célébré le 1er octobre 2016. C'est un événement auquel le professeur Blamont a voulu participer. Voilà. Alors, donc ça, c'est pour les activités ballons terrestres. Bon, mais également, ça a été mentionné à la fois par Francis et par, je ne me souviens plus, il y a eu l'activité sur les ballons planétaires. Donc, effectivement, le premier projet, ça a été le projet Vénéra, donc des années 86, où une coopération avait été montée entre l'URSS avec les soviétiques et les organismes IKI, qui étaient des équivalents du CNRS, et puis le centre Babakin-Navochkin, qui était le fabricant des sondes interplanétaires soviétiques, pour ce projet Vénéra. Bon, le projet Vénéra, ça a été bien expliqué par Francis, ce n'est pas le ballon français qui a volé, c'est un ballon beaucoup plus petit. Nous, on travaillait à l'époque sur un ballon de 10 mètres, enfin, j'étais pas, enfin, les ingénieurs du CNES travaillaient sur un ballon de 10 mètres de diamètre, et c'est un ballon de 3 mètres de diamètre qui a volé. À la fin de ce projet, la coopération a continué. Effectivement, le professeur a monté le projet de l'aérostat martien, qui consistait à mettre, comme ça a été évoqué par Francis, un immense ballon, qui faisait 55 mètres de haut et 6 mètres de diamètre, dans l'atmosphère de Mars pour porter une très très faible charge scientifique. Et en plus, ce ballon, tellement il faisait froid la nuit, ça a été aussi évoqué par Francis, que ça se refroidissait et qu'il se posait. Et il fallait donc un dispositif qui puisse glisser à la surface de Mars pendant la nuit sous l'effet des vents. Et ce dispositif-là s'appelait le guidrop. Donc le professeur Blamont a suivi fortement ce projet. Là, j'ai travaillé avec lui principalement dans les réunions protocolaires avec l'URSS et la Russie, enfin l'URSS puis la Russie, et les revues projet. Mais il s'intéressait de près aux activités techniques et il regardait nos essais de validation. Et dans ce contexte, il a participé partiellement à la campagne d'essai du comportement de l'aérostat martien lorsque la nuit, le Serpent, le guidrop traîne sur le sol. Et donc, on a organisé donc une campagne d'essai en Californie en coopération avec le Caltech,
où on faisait des essais sur différents types de terrains, des champs de lave, des aires salées ou des champs de dunes. Et le professeur Blamont a mis la main à la pâte, puisqu'il nous aidait à remplir des sacs de sable qui permettaient de maintenir les bâches au sol pendant le gonflage des ballons. Voilà. Et durant ces essais, donc on était basé au Caltech, les journées démarraient très tôt. On partait à 3 ou 4 heures du matin en voiture, et j'étais très souvent avec lui, et j'ai eu la chance de passer beaucoup de temps et de découvrir ses connaissances et visions remarquables dans bien des domaines, ça a déjà été évoqué, au-delà du spatial et au-delà du spatial et des ballons, et en particulier en littérature. Bon, le projet s'est arrêté rapidement parce qu'il y a eu différents problèmes, des problèmes techniques, et puis aussi le fait que l'URSS s'est transformé en Russie. Mais le professeur s'est toujours intéressé aux activités ballons, puisqu'il m'a sollicité jusqu'en l'an 2010 pour des micro-analyses de missions sur Mars avec différents types de concepts de ballons, et plus récemment pour Vénus jusqu'en 2018. Voilà, bon, je vais dire, dans le domaine des ballons. Bon vent, professeur. Bien, bonjour à tous. Bien, merci de m'avoir invité pour cet hommage du professeur Jacques-Émile Blamont, qui, pour moi, lorsque j'étais embauché au CNES en 1982, était vraiment l'image même du pionnier de l'aventure spatiale en France. Et je garde cette image en souvenir et ancrée. Et en fait, je n'ai connu le professeur Blamont qu'assez tardivement, puisque c'était en Guyane, lorsque j'ai pris des fonctions en Guyane, de responsable de la sécurité de la base spatiale, puis de directeur du centre spatial guyanais, où j'ai découvert l'amoureux de la Guyane qu'était le professeur Blamont. Alors, des anecdotes, on en a 1100 avec lui. C'était un baroudeur. On le voyait débarquer, arriver à l'avion à Cayenne, il nous prévenait. Et puis, bon, il fallait quand même se mettre en ordre de marche pour lui organiser les rendez-vous et des rendez-vous qui n'étaient pas simples à monter, puisque c'était avec les politiques locaux. Mais il fallait que ça aille vite. Et donc, je garde le souvenir de lui d'un homme impatient. Impatient parce qu'il avait des idées et il fallait que ces idées soient mises en œuvre très, très rapidement. Je me souviens d'une mission où il voulait absolument rencontrer le président de région. Et d'abord, il faisait le pied de grue devant son bureau. Et il allait à Cayenne, il ne nous prévenait pas. Et puis un jour, il est tombé malade au point de le mettre, d'avoir à le gérer et de le mettre à l'hôpital. Et même en étant à l'hôpital, d'insister pour avoir les rendez-vous qu'il souhaitait avoir. Et c'était vraiment un homme véritablement de passion. Alors, je l'ai dit, c'était un amoureux de la Guyane. Il a marqué plusieurs fois son amour de la Guyane parce que, bon, d'abord, il a connu la Guyane en créant le CSG. C'est une des chevilles ouvrières du CSG. Le centre spatial existe tel qu'il est grâce à Blamont, on peut le dire certainement. Et il a connu finalement la Guyane avec ses problèmes le fait qu'au début, dans les années 60, la Guyane était une région reculée où il n'y avait pratiquement pas d'activité et où finalement le spatial est venu apporter cette reconnaissance et cette connaissance mondiale que maintenant la Guyane peut se prévaloir. Je dois dire que il a été à la fois un amoureux, mais aussi un réaliste des réalités guyanaises, ayant conscience des difficultés à la fois économiques, il n'y avait pas d'industrie, des difficultés aussi liées à l'éducation et au fait que les jeunes Guyanais ne pouvaient pas avoir une éducation aux standards de la métropole. Et il s'est beaucoup investi
dans le développement de l'éducation en Guyane. Sa première œuvre, si je puis dire, c'est la création de l'IUT de Kourou. Il a tout de suite compris qu'en mettant en place une base spatiale, il fallait avoir à côté le tissu éducatif qui permettait d'alimenter la base spatiale en techniciens. Et ce tissu éducatif, il devait être en Guyane. Et ça, c'est une de ses forces, c'est cette compréhension intime qu'il a eue de la société guyanaise. Et d'ailleurs, il exprime ça très bien dans un film tourné par Alain Maline, 52 minutes, qui s'appelle Deux pépites en Guyane, qui retrace le parcours de deux femmes guyanaises, l'une connue, Lucie Descosses, qui est judoka, qu'on connaît tous, et l'autre, qui est la première femme guyanaise à être directrice des opérations, qui a MSI. Et donc, il a été un peu le fil rouge au travers de ces deux portraits pour expliquer comment la Guyane était et devait évoluer. Avec son franc-parler, parce que ça, effectivement, c'était quelque chose qu'on lui reconnaissait, c'est qu'il avait une façon d'exprimer les choses qui était loin d'une façon diplomatique, mais qui était vraie et qui était toujours être dans la vérité. Alors, je le disais, il a été impliqué dans les questions éducatives. Le point d'orgue, je crois, ça a été la création de l'Université de Guyane. Et il a été une des chevilles ouvrières pour mettre en place cette université. C'était pas simple parce qu'à l'époque, donc c'était dans les années 2014-2015, les Guyanais réclamaient leur université. Et là aussi, il a été vraiment quelqu'un qui a pu aider à la mise en place de cette université, avec beaucoup d'autres, Madame Taubira, le président de région, qui était à l'époque président de la collectivité territoriale de Guyane et le président du département. Mais il a vraiment œuvré. Et d'ailleurs, il a écrit un bouquin qui s'appelle Voilà, avec en sous-titre La nouvelle université de Guyane, et encore en sous-titre Numérique, culture et parc amazonien. Et je crois que dans ces trois mots, il a expliqué ce que devait être la formation en Guyane. Formation autour, bien évidemment, de la culture et des problématiques liées à l'Amazonie, avec ces problématiques de territoires éloignés, mais aussi, et c'est là où il a été visionnaire, c'est dans le numérique qu'on voit au travers de toutes ces initiatives que l'on a pu découvrir ces dernières années. Et d'ailleurs, il a mis en pratique cette volonté de développer le numérique parce qu'il a été vraiment la cheville ouvrière pour développer en Guyane et faire en sorte que l'Université de Guyane soit pionnière en la matière de développement d'outils pédagogiques numériques pour développer le téléenseignement. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas seulement de mettre en place des moyens techniques de liaison entre un professeur et ses élèves, mais il fallait aussi apprendre aux professeurs à utiliser l'outil numérique, le téléenseignement, les façons de se comporter vis-à-vis des élèves. Et donc, toute cette structuration éducative, de formation, finalement, des enseignements, on lui doit. Et il a été vraiment l'artisan majeur avec une énergie folle. Je me souviens effectivement qu'on devait avoir des subventions de la région, de la collectivité territoriale de Guyane, subventions qui n'arrivaient pas, alors que le CSG, étant directeur à l'époque, avait décidé aussi d'y mettre sa contribution. Eh bien, il allait voir le président de région, il était le conseiller éducation du président de région, mais il allait quand même le voir, l'attendait à 6 heures du matin pour qu'il soit sûr de pouvoir le rencontrer et obtenir sa subvention.
et il ne quittait pas son bureau tant qu'il n'avait pas un avis positif du président de région. Eh bien ça, il l'a fait une fois, et l'après-midi, on signait la convention avec le rectorat et la région pour mettre en place les outils qui permettaient de développer l'enseignement numérique dans l'université de Guyane et puis plus tard pour les écoles. Alors cet amour de l'éducation, cet amour finalement de la formation, on a pu aussi l'évoquer dans le cadre des initiatives qu'il a eues pour Haïti. Et je me souviens qu'il m'avait fait lire son mémo concernant l'éducation à Haïti. On en avait discuté. La clé pour lui du développement étant effectivement cette éducation autour du numérique. Et je voulais aussi, pour terminer, rappeler comment il a été impliqué, je dirais même affecté par ce qui s'est passé en Guyane dans les années en 2017 avec ces événements où on se souviendra que toute la Guyane était bloquée par des mouvements de foule parce que la Guyane était en retard et elle l'est toujours d'ailleurs. Et donc lorsque j'ai rejoint le siège Paris, donc du CNES, mon bureau était au même étage que celui du professeur Blamont. Alors, moi, j'arrivais relativement tôt le matin, entre 7h30 et 8h, et bien, le professeur Blamont était déjà là. Il devait être peut-être la première personne qui était présente dans son bureau. Mon bureau n'était pas loin du sien. Et je le voyais, donc, lorsque j'arrivais, derrière ses piles, et puis il me haranguait, Chemoul, et on venait et il me parlait de ses idées pour la Guyane. Et c'était des moments de partage extraordinaires. On n'était pas d'accord sur tout, c'était évident. Il avait des idées très arrêtées sur ce que devait devenir l'UT. L'UT, par exemple, était à Kourou et il voulait que l'UT se transfère à Cayenne et nous n'étions pas d'accord. Là, on se heurtait un peu, mais on partageait quand même une vision commune de ce que devait être la Guyane, comment l'éducation devait se développer et sur quels axes la Guyane pouvait se développer. Moi, je retiendrai deux idées majeures qu'il a eu en partie le temps de développer et je pense qu'il faudra continuer sur cette lancée. Une de ces grandes idées, c'est le développement de la bioéconomie au travers de ce qui pourrait être fait dans l'exploitation de la forêt guyanaise et la mise en place d'industries, peut-être à petite échelle, ou de laboratoires de recherche autour de thématiques biologiques. Et puis sa deuxième idée, c'était la création d'une maison pour la science en Guyane. Et ça, je crois que c'est une idée excellente pour attirer les jeunes Guyanais vers des problématiques scientifiques. Enfin, moi, je voudrais quand même résumer l'impression que m'a donnée Jacques-Émile Blamont. Pour moi, Jacques-Émile Blamont, c'est un humaniste accompli, au service effectivement de l'humanité, avec l'esprit dans l'espace, mais aussi l'énergie d'une fusée qui portait tous ces projets. Voilà, je vous remercie. D'abord, ce serait une imposture intellectuelle de prétendre connaître aussi bien Jacques-Émile Blamont que vous-même. Moi, j'ai eu l'honneur et la chance de me côtoyer dans le cadre du projet Histoire de l'Agence spatiale européenne et dans le cadre de mes fonctions auprès du directeur général de l'ESA. Je l'ai beaucoup côtoyé au moment des 50 ans de l'espace en France. Et je signale d'ailleurs que Pierre-François et Philippe ont conduit une interview d'histoire orale du professeur. Alors, elle n'est pas complètement montée parce qu'on espérait la reprendre parce qu'il était aussi un grand perfectionniste.
le professeur, et donc il n'était pas tout à fait encore satisfait. Et bon. Donc c'est une des choses qu'on a faites, mais pas complètement terminées, mais j'espère qu'on arrivera à le terminer. Alors, c'est plutôt comme chercheuse en sciences humaines que je porte un regard sur lui. Je garde le souvenir d'un homme brillant, donc cela va de soi, je dirais, d'un esprit créatif et facétieux, ce qu'on connaît moins, mais il était aussi, je trouve, facétieux par moments. Il avait du caractère, mais je serais tentée de dire que dans le spatial, il faut du caractère. Pratiquement tout le monde a du caractère. Et ça donne lieu à des très belles amitiés, presque des amitiés de commando, de gens qui ont traversé le spatial en faisant un projet ensemble et qui après restent liés toute leur vie à ces gens-là. Et aussi des belles inimitiés. Alors, le professeur Bonnet a fait état aussi de ce qu'il a vécu avec Jacques Blamont, mais c'est ce qui m'a frappé aussi dans pas mal d'interviews d'histoire orale qu'on a faites avec des grands pionniers du spatial, c'est ces grandes inimitiés qui en même temps étaient teintées d'un énorme respect. Je me souviens par exemple de Van Rett et Lebeau. Van Rett me disait mais qu'est-ce qu'on a pu s'engueuler, qu'est-ce que les couloirs ont pu trembler de nos... Mais d'un autre côté, j'ai un respect énorme pour lui parce qu'il était intelligent. Et voilà, et cette reconnaissance réciproque de l'intelligence chez les gens du spatial, c'est quelque chose qui permet d'aller au-delà de pas mal de conflits, soit disciplinaires, soit personnels. Ensuite, ce qui m'a frappé aussi, évidemment, vous l'avez dit, c'est l'homme de lettres. Et ça, je dirais que pour avoir lu beaucoup d'ouvrages de gens du spatial, il y a une catégorie dans le genre du spatial qui est les normaliens. Parce qu'ils ont cette capacité aussi à écrire magnifiquement, bien que ce soit aussi des scientifiques. Lebeau était un autre exemple que Blamont. Il y a une plume chez les normaliens scientifiques qui est caractéristique. Et même si effectivement les ouvrages sont un peu ardus, c'est quand même des ouvrages magnifiques. Ensuite, ce qui était frappant d'un point de vue historique chez Émile Blamont, et de ce point de vue-là, je rappelle qu'on a perdu le professeur Luce il n'y a pas très longtemps, et c'est un contre-exemple, c'est que le professeur Blamont a inscrit sa carrière dans l'espace en France. Et je lui avais posé la question la dernière fois qu'on s'est vu, mais pourquoi vous n'avez jamais postulé à des responsabilités à l'Agence spatiale européenne, par exemple? Et il m'a dit que c'était un choix délibéré. J'ai voulu inscrire mon action dans l'espace en France. Et je dirais que c'était un maître dans l'articulation du scientifique et du politique. Et c'était aussi un maître dans l'articulation des échelles spatiales, avec une prédilection donc pour le national, mais aussi pour l'international, à condition que ce soit au niveau bilatéral. Donc effectivement, il a fait beaucoup de choses avec les États-Unis, il a fait des choses avec l'URSS, il a fait des choses avec l'Inde, mais c'est l'articulation de ces deux niveaux qu'il a choisi et pas l'articulation du niveau européen. Contrairement à Raimar Luce, encore une fois, qui lui a été DG de l'Agence spatiale européenne et qui a beaucoup œuvré pour la coopération européenne. Donc ça, c'est une chose intéressante, ça lui appartient. C'est peut-être le fruit de son histoire aussi, de son histoire familiale, de sa trajectoire personnelle. Mais bon, c'est un mystère aussi qui lui appartient et avec lequel il est parti. Mon dernier, peut-être je peux partager avec vous le dernier souvenir que j'ai de lui, c'était sous la coupole, à l'occasion de la remise des prix de l'Académie des sciences. Il était venu avec Jean-Yves Le Gall et Thomas Pesquet était là aussi. Et d'ailleurs, j'ai été frappée à cette occasion de cette espèce de rapport filial qu'il y avait entre Blamont et Jean-Yves Le Gall. Et ça m'a beaucoup touchée, cette interaction entre ces deux personnages était vraiment une des choses bouleversantes que j'ai vécues dans le spatial. Et Thomas était là et le professeur Blamont m'a dit, bon, vous savez que je suis scientifique, donc les volatiles, c'est vraiment pas mon truc. Mais je dois reconnaître
que Thomas Pesquet est touché par la grâce et il a fait énormément pour la promotion du spatial. Et donc, ça changeait un peu son regard sur les volabilités, sur ce que les volabilités pouvaient apporter, même à la science spatiale d'une certaine manière. Et pour terminer, finalement, vu le contexte, et vous voyez, on est tous en visioconférence aujourd'hui, on est tous confinés, et vu le contexte, peut-être une injonction qui s'impose à nous, c'est le titre d'un de ses livres qui est « Lève-toi et marche ». Parce qu'il va tous falloir un moment qu'on se relève et qu'on marche. Et ce sera dans le souvenir de ce qu'il a apporté à l'espace français et à l'humanité, effectivement, en général, parce qu'il suffit de lire ses livres, en effet, pour voir qu'il est un grand humaniste et que c'est le souvenir qu'on gardera de lui. Jacques Blamont, je l'ai rencontré à la fin des années, au milieu des années 90, mais pour moi, l'une des rencontres les plus marquantes avec lui a été sans doute au début de l'année 2004 ou à la fin de l'année 2003. Il vient dans mon petit bureau du CNES avec un énorme manuscrit et il me dit « Monsieur Arnoux, c'est le manuscrit d'introduction au siècle des menaces que je vais très bientôt publier et je voudrais que vous le lisiez. » Alors pour ceux qui ont vu le livre publié, c'est un livre de 600 pages, donc vous imaginez le manuscrit. Et je dis « Écoutez, Monsieur Blamont, vous me faites un grand honneur parce que lire un livre avant même qu'il soit publié, lisez-le, je viens demain et je veux vos commentaires. » Alors, évidemment, le lendemain, quand Jacques Blamont rentre dans mon bureau, je lui dis, écoutez, professeur, je n'ai évidemment pas lu votre livre, j'ai lu que l'introduction et la conclusion. La conclusion, vous le savez, est extrêmement noire. Nous sommes dans une situation telle qu'il n'y a pas d'avenir à l'humanité et le seul avenir pour chacun d'entre nous, c'est de s'évader dans des espèces de paradis virtuels. Je dis, Monsieur Blamont, vous ne pouvez pas écrire des choses pareilles. Vu votre notoriété, l'aura que vous avez, et puis l'âge et la sagesse que vous avez, pas du tout. C'est ce que je pense et je le publierai. Et donc, il l'a publié. Et pendant plusieurs mois, je bataillais avec lui, directement ou indirectement, sur cette idée qu'il n'y avait pas d'avenir. Et quelques mois plus tard, il revient dans mon bureau et il me dit, ou oui, peut-être une petite année ou deux, il revient dans mon bureau et il me dit, Monsieur Arnoux, j'ai réfléchi. Il faut quand même trouver une solution. Et donc, c'est ça qui me semble vraiment important. Cet homme, il ne faut pas le ranger dans la catégorie des prophètes de malheur. Il a ce côté prophétique, dire ça va très mal, on n'a rien fait. Tout le monde connaît ce côté-là de Jacques Blamont, mais c'est aussi celui qui, dans une dernière partie de sa vie sans doute, dit il faut trouver une solution. Et il me fait la surprise et l'honneur de me dire écoutez, je veux qu'on dialogue tous les deux et qu'on essaie de réfléchir aux possibles solutions. Et ce dialogue a abouti à un livre qui s'appelle « Lève-toi et marche ». C'est Jacques Blamont qui avait trouvé le titre. Et ça veut bien dire la puissance de son message. Lève-toi, reste pas dans ton malheur et marche. Et c'est donc les propositions qu'il a pu faire, qu'il a essayé de défendre et qu'il a surtout tenté de mettre en œuvre à travers l'idée de fédération. Et c'est l'un de ses derniers livres. Donc, trouver ensemble des forces suffisantes, des engagements suffisants pour pouvoir se lever et marcher. Donc, le prophète de malheur qu'il peut donner, enfin, l'image qu'il peut donner de prophète de malheur doit toujours être équilibrée par celui qui, à la fin de sa vie et jusqu'à la fin de sa vie, encore mes dernières conversations avec lui, c'était comment nous pourrions faire passer ces idées, pas seulement à travers le concept de fédération qui est en quelque sorte le système, la méthode, les tuyaux nécessaires pour qu'on puisse marcher, mais aussi l'inspiration. Lui, ce qui était, c'est qu'est-ce qui peut aujourd'hui inspirer ce mouvement? Qu'est-ce qu'on va mettre dans les tuyaux de fédération? Et c'est sur quoi il continuait à travailler. Il voulait encore publier. Il avait encore des idées de publication. Donc, pour moi, voilà, Jacques Blamont, c'est ça, c'est ce personnage multifacette, cette icône du spatial français, par moments, ce prophète de malheur. Il vaut mieux pas le lire, sinon rentrer en dépression. Mais aussi l'homme qui, jusqu'à la fin, se dit comment je vais faire pour que, y compris moi-même, parce que c'est un homme qui a toujours marché jusqu'à la fin de sa vie, il allait au CNES et si possible à pied, eh bien, comment nous pouvons nous lever et nous pouvons marcher. Moi, c'est le message que je garde de Jacques-Émile Blamont. Alors, Jacques-Émile Blamont, comme on vient de le dire, ce n'était pas un fan des vols d'habité. Et moi, je l'ai rencontré pour la première fois quand j'étais sélectionné comme astronaute et à quoi ça sert tout ça? Enfin bon, je ne le connaissais absolument pas. Et il était, vindicatif n'est peut-être pas le mot, mais je dirais offensif.
Et bon, bah, on a discuté entre hommes, quoi. Voilà, bah si, c'est important, on fait des choses intéressantes, on peut faire des choses intéressantes, etc. Et puis, bien entendu, quand j'ai rejoint le siège du CNES, il faisait partie des éléments tutélaires qui se déplaçaient très tôt le matin. Effectivement, il arrivait entre 6h et 6h30 souvent. Alors moi, ça m'arrivait de rencontrer un peu vers 7h quand par hasard, j'arrivais de bonne heure. Et puis, il était toujours dans les couloirs avec un bureau remarquable, avec des piles de dossiers partout. Et je l'ai rencontré de façon un peu plus proche, à l'occasion notamment des Journées du patrimoine organisées par Gérard Azoulay au CNES, et où il était très volontaire pour intervenir. Et je me rappelle que, effectivement, une de ses premières interventions, c'était pour rappeler que le spatial est né à Dora. Dora, camp de concentration, quand on fabriquait les fusées, les V2, et on voulait fabriquer la fusée qui devait aller jusqu'à New York, et où des milliers de personnes sont mortes. C'est quelque chose qu'il portait, avec lequel qui vraiment l'habitait. Et il est intervenu de nombreuses fois là-dessus, parce que c'est quelque chose qu'il ressentait profondément. C'est là qu'est né le spatial. On peut le regretter, mais c'est en tout cas le sentiment qu'il portait. Ensuite, il a été, comment dire, il a toujours intervenu, intervenant auprès des gens, dans le public, et toujours avec beaucoup d'enthousiasme et bien entendu, comme vous le savez, avec énormément de pertinence. La deuxième chose dont je me rappelle, c'est que toujours au moment des Journées du patrimoine, à l'occasion d'une table ronde que nous organisions, puisque c'est comme ça que cela se passait à l'époque, eh bien, il y a eu une manifestation de personnes qui interpellaient Claudie Aigneret, qui était à cette époque-là ministre de la Recherche, sur ce qu'elle faisait pour la recherche contre le sida. Et les gens n'étaient pas vraiment agressifs, mais c'était une manifestation, et je vois Blamont se lever, il était déjà quand même pas tout jeune, pour faire un rempart de son corps vis-à-vis de l'autorité qui était représentée par Claudie. Bon, bien entendu, il n'y a pas eu de violence, etc. C'était une manifestation très vocale et très verbalisée, mais quand même très, très intéressante. Et ensuite, ce que je voudrais dire, c'était la grande disponibilité de Jacques Blamont pour les jeunes en général et pour le public. Et moi qui organisais beaucoup de séjours, par exemple, de jeunes stagiaires de 3e au CNES, c'était toujours, il les recevait avec plaisir. Et les jeunes qui avaient donc 13 ans, 14 ans, repartaient toujours enthousiastes de leur rencontre avec cette personne. Et la dernière fois que ça s'est produit, parce que le CNES a décidé, pour des raisons diverses et variées, de ne pas recevoir plus longtemps des stagiaires de 3e, j'espère qu'on reviendra là-dessus, mais eh bien, c'est dans mon bureau, une jeune fille de 3e donc, qui est venue, qui a demandé à l'interviewer. Il est venu dans mon bureau et je l'ai enregistré. Et eh bien, il a raconté à cette jeune femme en 45 minutes toute l'histoire du spatial français, vue par Blamont, et toute l'histoire du spatial français fait par Blamont. Et c'est à la fois passionnant, bien sûr, émouvant, bien entendu. Et voilà, c'est un des derniers souvenirs que j'ai. Bon, après, on l'a toujours croisé dans les couloirs du CNES. C'était vraiment un habitant permanent du siège du CNES. Et donc voilà, c'est un plaisir, même si nous n'étions pas d'accord sur les vols habités, et apparemment il a un peu changé sa vision des choses, mais c'était toujours un plaisir de discuter avec lui, c'était un plaisir à mon petit niveau de m'affronter, entre guillemets, avec ses idées, parce que c'était toujours extrêmement stimulant. Et puis voilà, donc je garde le souvenir de quelqu'un de passionné, de passionnant et d'un grand bonhomme. Eh bien, pour ma part, et au nom de la Société astronomique de France et du président Patrick Barrado, évidemment, on a tous beaucoup de peine, on s'associe à la famille et aux amis de Jacques Blamont. Moi, je retiens un grand chercheur qui a passé une très grande partie de sa vie, après peut-être sa vie professionnelle, à partager avec le plus grand nombre. Et c'est assez amusant. J'ai bien connu le professeur Dollfus, de la même génération en fait que Jacques Blamont.
qui a partagé, en fait, ils ont tous les deux partagé un certain nombre de points communs dans cette aventure scientifique et humaine absolument incroyable, cette transition, en fait, pour une exploration de nouvelles générations de l'espace, de ces mystères, du système solaire, des planètes, de la Terre aussi. Et c'est assez incroyable finalement qu'ils aient tous les deux participé, c'est pas si évident que ça, à leur époque, à des programmes bilatéraux avec les soviétiques d'un côté, tous les deux, et avec les Américains d'un autre, tous les deux également, en faisant encore la promotion de la science pour le bien de tous. D'autres points communs, en fait, ils ont utilisé les ballons, tous les deux, et c'est pas commun non plus. Alors Camille Flammarion a aussi utilisé les ballons pour faire de l'astronomie, mais ça, je trouve ça remarquable. Ils ont beaucoup exploré la Lune, Mars, Vénus. Alors j'ai plus connu Audouin Dollfus que Jacques Blamont, mais ça a toujours été extraordinaire de pouvoir parler avec Jacques Blamont, de l'interviewer, de le faire participer à des tables rondes extrêmement riches. Et ça a déjà été dit ici, mais un engagement physique incroyable pour les deux, beaucoup d'audace, ça a été dit aussi, un esprit d'aventure. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, si c'est aussi répandu pour les scientifiques d'aujourd'hui, non pas de s'investir, parce qu'évidemment, ce sont tous des passionnés, mais eux, ils y ont mis plus que leur tripes, en fait, ils y ont mis leur corps. C'était pas évident de monter tout en haut de montagnes à 3-4 000 mètres d'altitude pour faire de l'astronomie et de l'observation, ou d'aller au fin fond d'un désert où il faisait l'été plus de 50 degrés à l'ombre, et il n'y avait pas d'ombre. Donc voilà, vraiment Jacques Blamont, une légende. Voilà, ça a été un privilège de rencontrer ce grand monsieur, ce grand bonhomme, comme vient de le dire Michel Viseau, c'est exactement le cas. Une légende qui va beaucoup manquer parce que en plus de cette clairvoyance et de cet humanisme qu'il a peut-être acquis, alors je ne l'ai pas connu dans sa jeunesse, mais qu'il a peut-être acquis avec son âge, avec cette sagesse, un monsieur aussi plein d'humour et avec beaucoup d'ironie. Là aussi, un trait commun du professeur Dollfus et peut-être aussi même, on ne l'a pas parlé, d'André Braic, qui a été aussi une légende qui a beaucoup marqué son temps et la deuxième partie du XXe siècle. Voilà, donc c'était mon témoignage au nom de la Société astronomique de France. Nous sommes tous très émus de sa disparition. Bonjour à tous. En ce qui me concerne, j'ai rencontré le professeur Blamont à CETA la première fois en 2016. Et c'est lorsque j'étais justement en charge de développer le projet Fédération. À cette époque, le professeur Blamont avait rédigé un document qu'il avait appelé, c'était un document de quelques pages seulement, qu'il avait appelé Wiconomie dans l'espace. C'était assez particulier et dans lequel il appelait à la création d'une fédération wikinomique, donc basée sur l'intelligence collective, qui devait rassembler d'une part des structures verticales comme le CNES et d'autre part des mouvements de hackers, makers, et ce qu'il plus tard avait l'habitude d'appeler la foule. Et son idée, c'était d'apporter un changement dans la société de paradigme selon des valeurs qui sont plutôt ceux de l'inclusion, du partage, des sciences ouvertes, tout ça. Et il était conscient que tout cela, c'était qu'un départ. Et son idée essentielle, au fait, c'était que l'ordre, un nouvel ordre, un nouveau paradigme pouvait émerger du chaos et de toute l'intelligence marginale qui est un peu partout dans la société. Et en fait, dans les derniers 3 ans, j'ai eu la chance et l'honneur de pouvoir beaucoup débattre avec Jacques Blamont. Parfois, je lui rendais visite, il m'appelait de temps en temps, et sur des sujets d'extrême actualité, au fait, parfois sur les organisations décentralisées, sur le numérique, sur les tiers-lieux, les Fab Labs, les processus collaboratifs, l'open source. Et un souvenir parfois personnel, c'est que parfois il me parlait de son enfance ou de ses études.
et ce qui était aussi très touchant. Et en fait, dans les derniers 3 ans, sa vision de fédération a évolué. C'est pas qu'elle a évolué, mais elle a pris une ampleur plus large. Et il a commencé à voir fédération ou les fédérations comme un changement global de paradigme pour faire face à tous les défis auxquels est confrontée l'humanité. Et beaucoup de ces réflexions, aujourd'hui, il les a confiées dans le livre Réseau, et que par anecdote, il avait intitulé, dans un premier temps, tel qu'il me l'avait dit, « Je suis la foule ». Et au fait, j'avais beaucoup aimé cette expression parce que on peut dire qu'il était, en tout cas, comme je l'ai connu, en réalité la foule, parce que par son incroyable capacité d'écoute et la sensibilité lui permettait de comprendre la foule, indépendamment de l'âge, de leur provenance sociale ou de leur origine. Et voilà. Et en effet, en dépit de son âge, il était quelqu'un d'extrêmement jeune et qui aimait l'action. Et c'est peut-être, c'était un gros point fort de son caractère. Il y a un peu plus d'un an, un souvenir personnel que je peux partager avec vous. À un moment où il n'était pas très en forme, je lui ai suggéré de se reposer de manière naturelle et un peu bienveillante. Et il m'a dit, avec un grand sourire, que sa limite, au fait, n'était pas son esprit, mais son enveloppe corporelle. Et dans ce sens-là, je pense qu'il allait beaucoup plus loin que beaucoup de personnes à ce monde sont capables de faire avec son intelligence. Et je me souviens qu'en juillet 2017, il est venu au Bourget pour le lancement de Fédération, alors qu'il faisait 40 degrés sur le tarmac, et même moi, j'avais du mal. Et il était ravi de cela. Je me souviens de l'extrême joie qu'il a manifestée quand l'association Pacemakers qui porte Fédération est née. Et surtout, en janvier 2018, alors que là, il faisait très froid, on s'est rendu en soirée dans la zone industrielle de Nanterre pour visiter la Kerspace Electrolab lors de l'inauguration du premier local Fédération. Et cela, peut-être, c'est un des plus beaux souvenirs que j'en garde parce que c'était une rencontre magique. Car c'est un peu comme s'il était parmi les siens, les makers, les hackers, et avec lesquels il partageait énormément de valeurs. D'ailleurs, toute la communauté des makers et OpenSpacemakers aujourd'hui multiplie les hommages vers Jacques Blamont. Et puis, dans cette soirée, vers 23h, il a voulu partir. Et au moment où moi je cherchais un moyen, un taxi, quelque chose, parce qu'on était un peu éloigné de Paris, il m'a dit pas d'inquiétude. Il a sorti son smartphone et il a commandé un Uber et 5 minutes après, il était reparti. Et du coup, c'était vraiment quelqu'un qui était dans les temps et tout le temps. Je partage juste un dernier souvenir. J'ai pu discuter avec lui une dernière fois avant qu'il nous quitte, une semaine avant, juste une semaine, voilà, c'était à peu près il y a 10 jours maintenant. Et en fait, il avait plein de projets et comme toujours, il se projetait dans les 50 ans à venir. Et c'est ça que je trouve incroyable. On a pu discuter de plein de choses, de la crise sanitaire, de fédération, de l'environnement. Et il était confiant sur le futur et sur les actions à entreprendre. Voilà, il avait encore plein de projets. Et peut-être ce qui m'a transmis le plus aujourd'hui, c'est justement cette confiance dans le futur et globalement dans l'humanité. Alors, probablement, parmi tous ceux qui sont là, je suis celui qui connaît le moins Jacques personnellement. Je n'ai jamais travaillé avec lui, mais je l'ai très souvent rencontré dans les couloirs du CNES. C'est assez extraordinaire. Mon tout premier projet au CNES en 83, c'est le projet de la sonde franco-soviétique Vega. Le sujet de mon tout premier vol spatial est dédié à l'atmosphère de la Terre. Donc, depuis que je suis rentré au CNES, j'entendais son nom. Il était toujours là quelque part, sans que je n'ai jamais travaillé avec lui. Alors, j'ai eu parfois quelques discussions, toujours dans les couloirs, à l'époque où il était très critique sur le vol habité.
vécu à l'époque, on vient d'en parler, au moment où il était revenu en faisant la promotion d'un concept de base habitée sur la Lune, plus récemment. Et c'est seulement l'année dernière, je crois 2018, que je suis rentré pour la première fois dans son bureau. Et quand on est passionné d'espace, d'aventure, d'exploration spatiale ou pas d'ailleurs, rentrer dans le bureau d'un scientifique comme ça, où il y en a plein partout, c'est toujours fantastique. On a envie de tout regarder parce que pour les livres, les objets, etc. Alors, pour conclure, ce que je vous propose, c'est de lire la préface qu'on m'a demandé de rédiger pour un livre qui a été édité en décembre. Donc, j'ai donné mon texte début décembre dernier, fin 2019, donc Mémoire d'un aspirateur. Mais pour la préface, on m'avait demandé de dire un texte sur l'homme que, je vous dis encore, je n'ai pas connu professionnellement, mais j'ai souvent rencontré. Alors voilà. L'exploration spatiale est une discipline très jeune. La preuve en est que l'un des fondateurs de l'astronautique française et par conséquent européenne est toujours actif en 2019. Jacques Blamont est connu de tous les astronauticiens car ses travaux ont concerné tous les domaines du spatial, qu'il s'agisse de fusées, de satellites, de sondes interplanétaires, d'instruments scientifiques. Jacques Blamont a toujours été présent pour inventer, découvrir, diriger, conseiller et surtout inspirer plusieurs générations de chercheurs et d'ingénieurs, faisant de notre pays une puissance spatiale majeure et incontournable. Je cite comme c'est par hasard que mon premier projet était Vega, mon premier vol habité était dédié à l'étude de l'atmosphère. J'ai rencontré Jacques Blamont en commençant ma carrière au CNES en 83 comme ingénieur et astronaute, alors qu'il accumulait déjà plus de 30 ans d'expérience dans le spatial. Alors, je l'ai rencontré, je vous dis, dans les couloirs. En plus, j'habitais à Toulouse, donc c'était assez rare, jusqu'à ce que je vienne avec Novespace me baser à Paris. Et je le croise toujours aujourd'hui, sans manquer de lui demander des nouvelles du cosmos. Jacques Blamont vous entraîne dans sa passion et vous rend savant à votre tour, sans oublier de vous faire réfléchir sur le sens de cette quête noble du savoir et de la responsabilité qu'elle vous impose sur le meilleur être de la société. Sans être astronaute, mais grâce à cette expérience scientifique et humaine très riche, Jacques a développé ce précieux talent de prise de hauteur, ou plutôt de très haute altitude, devrais-je dire, pour nous éclairer sur le monde actuel et sur ses évolutions possibles futures. Merci Jacques. En attendant le plaisir de te revoir prochainement au CNES, je ne le reverrai pas prochainement. C'était juste il y a quelques mois, mais comme vous, malgré les discussions parfois, je dirais pas houleuses, on était toujours très courtois l'un envers l'autre, mais parfois opposés sur notamment les vols habités. Comme vous tous, vous l'avez déjà dit, c'est un grand homme et je sais qu'indirectement, il a compté dans ma carrière, dans ce que j'ai fait et dans ce qui m'a toujours inspiré et passionné dans le spatial. Merci encore, Jacques. Jacques-Émile.